Tout d'abord, je voudrais vous présenter les participants à la table ronde, si on peut afficher le slide qui va bien. Alors, un premier constat, la parité n'est absolument pas respectée, c'est clair. Mais on va essayer quand même de faire du travail de qualité. Tout d'abord, Pierre Beretti, vous êtes président d'Alcaïros, un cabinet de conseil, mais vous avez surtout été auparavant le président d'Altedia, qui est un cabinet de conseil spécialisé en ressources humaines. Vous avez accompagné de nombreuses entreprises sur le volet ressources humaines en étant DRH d'entreprises comme Thales et Alcatel. Et assez récemment, vous avez publié un livre qui s'appelle Homo numericus au travail, que je vous engage tous à découvrir. Vincent Charlet, vous êtes directeur de la Fabrique de l'Industrie de Paris, que vous avez contribué à créer en 2011. Vous nous présenterez d'ailleurs cette Fabrique de l'Industrie et son rôle. Et vous avez aussi publié, dans le cadre de ce think tank, un fascicule qui s'appelle Travail industriel à l'ère du numérique, qui est en distribution à l'entrée. Hervé Garnier, vous êtes secrétaire national de la CFDT, responsable de la politique en matière d'organisation et de la vie au travail. Et vous êtes aussi président de l'espace Belleville. C'est ce qu'on m'a dit. Alors Benoît Beignet, vous êtes directeur général de l'accorderie Meyer-Sambeuf. Bien. Depuis maintenant un peu plus de 11 ans, vous nous présenterez votre entreprise et surtout l'expérience que vous avez en matière d'évolution des métiers et de l'approche et de l'accompagnement des salariés dans le cadre de la transformation de nos outils industriels. Enfin, Mathieu Rollet, vous êtes directeur industriel de Schlumberger et vous témoignerez justement sur les modèles managériaux que vous êtes en cours de mise en place après avoir bien sûr présenté cette entreprise que je pense beaucoup connaissent ici ce soir. Pour commencer, je voudrais rappeler que notre sujet ce soir, on est bien sur les effets de la transformation numérique sur l'environnement industriel et plus particulièrement sur son volet ressources humaines. Un premier point, c'est que la révolution numérique est en cours et va donc structurellement modifier le monde industriel. Elle va participer à l'émergence de l'industrie du futur. On y reviendra après sur sa définition, mais l'industrie du futur, c'est quoi en quelques mots? C'est une usine plus agile, une usine plus connectée, une usine plus écologique, intégrée dans son environnement, et surtout, puisque c'est notre sujet ce soir, une usine centrée sur l'homme et sur ses compétences. Cette révolution numérique impose des défis aux entreprises industrielles, se réorganiser pour gagner en compétitivité, faire évoluer les modèles économiques pour se repositionner sur la chaîne de création de valeur. On a eu un échange très intéressant en la matière. Réduire les durées de mise sur le marché, adapter les productions en continu. Nous allons donc ici débattre des impacts de cette révolution sur l'organisation du travail, mais surtout sur les implications pour les salariés de l'entreprise. Alors pour ceux qui se passionnent pour l'industrie du futur, je vous engage à aller voir sur le site de l'Alliance Industrie du Futur. Il y a un nouveau référentiel qui présente les 6 leviers de l'industrie du futur. Et notre discussion ce soir est en lien avec ce qu'on appelle en tant que levier la nouvelle approche de l'homme au travail, avec l'implication du fait qu'on utilise la machine pour les tâches nécessitant de la force, de la répétabilité, pour les actions longues et pénibles. Et l'opérateur est aidé par des applications mobiles qui le renseignent sur l'état de fonctionnement, la performance des équipements, pour le guider dans ses actions. Et l'objectif, c'est que l'opérateur développe son autonomie et sa polyvalence. Alors on verra si, face à ce descriptif optimiste, engageant, c'est bien ce que l'on vit dans les différentes situations vécues déjà par nos témoins ici ce soir. Alors, je vous propose maintenant de rentrer dans notre débat et je m'adresse tout de suite à Vincent Charlet pour nous présenter un peu mieux la Fabrique de l'Industrie, notamment son articulation avec l'Alliance Industrie du Futur, et puis vous préciser un petit peu votre vision sur ce vocable de l'industrie du futur. D'accord, merci. Alors, merci de cette présentation, merci à tous de votre accueil. La Fabrique de l'Industrie, en 2 mots, c'est un think tank, c'est-à-dire un laboratoire d'idées. Les laboratoires d'idées, les think tanks sont ces objets un peu hybrides qui sont nés aux États-Unis, mais qui essaiment de plus en plus en France,
qui ont pour objet de produire des études et de les verser au débat public de façon volontairement transparente, ouverte, gratuite. C'est-à-dire que nous faisons un petit peu comme des chercheurs universitaires, mais avec une exigence d'ouverture vers le grand public, et avec pour ambition de réussir à tenir cette exigence entre le fait d'être toujours exact, toujours précis, et toujours accessible, ouvert et transparent. Et concrètement, au quotidien, ça signifie que nous sommes financés, dans le cas de la fabrique, par des organisations professionnelles, donc par le monde patronal, pour le dire brièvement, avec ce défi quotidien qui est que nous devons rester crédibles et accessibles à tout le monde, le grand public, les étudiants, les profs, les syndicats salariés, bien sûr. Et donc, c'est une exigence au quotidien de ne rien publier qui soit faux ou qui soit partial. Et vous avez deux grandes familles de think tanks. Vous avez ceux qui sont plutôt orientés vers un objet politique, plutôt à gauche ou plutôt à droite, hein, on les connaît. Et puis il y a des think tanks qui sont non partisans, mais orientés sur un objet, la fabrique écologique, ou bien les instituts sur les relations internationales. La fabrique d'industrie travaille, comme son nom l'indique, sur l'industrie, c'est-à-dire le devenir des secteurs compétitifs et exposés à la mondialisation. Qu'est-ce qui fait que le travail se transforme? Qu'est-ce qui fait qu'on perd ou pas un job en France? Et qu'est-ce qui fait qu'on en recrée? Et à ce titre, donc la fabrique a été lancée par l'UIMM. L'idée originale est née à l'UIMM, donc le syndicat de la métallurgie, il y a 6 ans. On travaille beaucoup sur cet axe de l'industrie du futur, c'est-à-dire la transformation de l'industrie et de l'ensemble des activités productives du fait des technologies numériques et de l'arrivée du numérique sur les sites de production ou dans l'ensemble des métiers, et de tout ce qui en découle dans la transformation des métiers, des compétences, des profils. Et entre autres choses, on a étudié l'industrie du futur dans les différents pays du monde, parce que c'est pas un phénomène franco-français, loin de là, c'est au contraire totalement international. La transformation de l'industrie du fait du numérique, évidemment, s'applique partout, mais ce qui s'applique aussi partout, c'est le fait que les États et les gouvernants ont pris conscience de ça à peu près en même temps et ont décidé de lancer des initiatives publiques pour accompagner le mouvement ou l'accélérer. Donc le coup est parti d'Allemagne avec Industrie 4.0. C'est né à peu près en même temps que la fabrique, le repère est facile. Et puis 2 ans plus tard, en France par exemple, le plan Usine du futur puis Industrie du futur a été lancé au niveau gouvernemental avec en gros le même objectif qui est d'accompagner les entreprises dans cette transformation numérique pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible et que ça permette à tout le monde de monter en gamme. Et on observe exactement la même chose en Chine, en Corée, en Italie, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Alors quand je dis exactement la même chose, c'est ça le point que je voulais faire. C'est vrai et pas vrai à la fois. Ce qui est frappant, c'est que les pays partent de situations initiales assez différentes en fait. En Corée, l'industrie se porte bien, elle est même encore en expansion dans le poids de l'économie totale. Ils ont un taux de robotisation record, un nombre absolument hallucinant d'ingénieurs, techniciens, etc. Et ils veulent encore monter en gamme et garder un leadership par rapport à des pays qui viennent les taquiner. La Chine, évidemment, se rêve en leader mondial du XXIe siècle et capable de lancer des fusées et de vendre des équivalents d'Airbus. En Angleterre, en France, on est plutôt à se dire que l'industrie souffre un peu ou est à la peine et qu'elle a payé très cher le passage de la crise de 2008 et la croyance dans une soi-disant économie désindustrialisée ou économie servicielle. Et donc on est plutôt à essayer de la faire remonter en gamme. Et en Allemagne, évidemment, la question c'est plutôt comment garder son leadership. D'ailleurs, les industriels allemands qui ont lancé Industrie 4.0 l'ont fait parce que, pour faire court, ils ont eu peur de se faire ubériser. Il y a une espèce de mouvement de panique qui s'est assez vite transformé en un mouvement de mobilisation assez sain. Mais ils se sont dit, jusque-là, on avait peur de la concurrence chinoise sur nos fabricants de robots, mais en fait, c'est peut-être Google et Facebook qui vont venir nous couper de nos clients avant qu'on ait le temps de voir venir. Et c'est comme ça qu'est née la réflexion Industrie 4.0, c'est-à-dire qu'est-ce que les technologies numériques viennent transformer et changer dans notre façon de produire, en l'occurrence, nous, Allemands, particulièrement bien positionnés dans le secteur de la production et de la fabrication des biens d'équipement, des outils de production. Donc les questionnements sont forcément différents dans ces différents états.
Et pour autant, ils mobilisent les mêmes ingrédients. C'est-à-dire que quand vous analysez les politiques publiques qui ont été déployées dans les différents pays, vous retrouvez à chaque fois des cocktails spécifiques, mais composés à partir des 3 mêmes ingrédients. Les 3 ingrédients, c'est l'offre, la demande et la formation. L'offre, c'est-à-dire comment est-ce que je fais, moi, gouvernement, moi, autorité en charge d'accompagner l'économie de mon pays, pour faire en sorte que les offreurs de solutions, les producteurs de robots, producteurs de logiciels, soient performants et puissent vendre leurs solutions à l'industrie mondiale. Alors évidemment, en Allemagne et en France, la question n'a pas la même acuité. Sur le segment de la machine-outil, vous imaginez bien que en Allemagne, les constructeurs ont une longueur d'avance et que les ambitions sont plus modestes pour un plan français. Inversement, vous avez un volet de demande qui est comment je fais, moi, gouvernant, pour faire en sorte que toutes les entreprises de mon pays, quel que soit le secteur, quelle que soit leur taille, soient en demande de ces nouvelles solutions et s'équipent. Et donc là, vous arrivez sur des questionnements du type nombre de robots par employé, taux d'équipement, taux de pénétration des TIC dans les tissus productifs. Et pour le coup, les questionnements se ressemblent plus d'un pays à l'autre sur ce terrain-là, sur ce terrain de jeu-là. Et puis le troisième grand questionnement qu'on trouve absolument partout, c'est les compétences et les impacts en matière de formation. Comment je fais pour former les jeunes et les moins jeunes aux nouveaux métiers? Comment je fais pour accompagner, par la formation continue, l'ensemble des salariés qui voient leur job éventuellement mis en risque du fait de l'éruption de ces technologies? Et donc, sur tout un ensemble de pays, l'industrie du futur porte des noms très différents, s'applique à des situations de départ qui sont assez différentes, mais mobilise ou convoque en gros les mêmes questionnements. Et bon, on va pouvoir avancer à partir de là. Parmi ces questionnements, il y aura celui évidemment de l'impact des technologies sur les emplois et sur les contours du poste de travail. Alors justement, à ce titre, Pierre Beretti, vous avez fourni ce livre « Qu'est-ce qui, Homo numericus au travail ?» Qu'est-ce qui vous a amené avec votre co-rédacteur Alain Bloch à vous lancer dans ce travail et quels sont les messages principaux que vous en avez retirés? Alors d'abord, je l'avoue un tout petit peu cassé, mais c'est pas dû à la météo à Mulhouse. Hein. J'ai attrapé ça à Paris. Mais ça va s'arranger en m'échauffant très rapidement. Donc d'abord, il y a une première chose qui nous a frappé, c'est tout ce qui se disait il y a déjà un peu plus d'1 an sur le nombre d'emplois qui seraient impactés par le numérique. Aujourd'hui, on dit que c'est plus de 90% d'ici 5 ans. Plus de 90% d'ici 5 ans des emplois qui seront impactés par le numérique. Quand je dis impactés, ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître, mais de toute façon, ils auront des transformations qui vont faire que ceux qui occupent ces emplois ou ces activités-là, ou qui exercent ces tâches-là, devront avoir intégré dans leurs compétences des éléments, on va dire, du domaine du digital, du numérique, etc., en termes d'expérience et d'usage. 90% dans les 5 ans qui viennent. Personne ne peut prouver si ce sera 5 ans ou 90%, mais de toute façon, ça va aller très, très vite. Deuxième chose, il y a 2, 3 ans, 4 ans, on nous disait la voiture autonome. Je vais prendre quelques exemples, mais moi, j'aime bien aussi être concret et prendre des exemples là-dessus. On nous disait il y a 3-4 ans, la voiture autonome, c'est pas avant 2030 ou 2050. On nous parle déjà de la voiture autonome volante pour 2025 aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on en aura tous une. Mais je lisais récemment qu'en 2025, 90% des véhicules seront équipés d'une part d'autonomie dans leur conduite. Voilà. 2025, c'est tout de suite là. Voilà. Donc, ça fait partie de ces choses qui, finalement, vont beaucoup plus vite qu'on ne l'imaginait ou qu'on imagine. Et une des caractéristiques de cette révolution numérique, c'est qu'elle a une vitesse, une croissance exponentielle. Voilà. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite qu'on l'imagine dans les cas de figure qu'on connaît. Si je prends un autre exemple, aujourd'hui le tourisme, par exemple, 50% des achats de tourisme se font que sur Internet. C'est terminé. Dans certains médias, 50% de certains groupes de médias font leur chiffre d'affaires que sur Internet. C'est-à-dire que aussi bien le papier que les autres types d'usages, c'est sur Internet. 2 tiers des Français ont un smartphone. 80% des moins de 40 ans ont un smartphone. 80% des moins de 40 ans sont sur les réseaux sociaux. Le bouleversement est déjà là. Je ne dis pas qu'il faut être sur tous les réseaux sociaux, que c'est bien d'être sur les réseaux sociaux, etc. Je suis pas en train de porter un jugement de valeur. Je dis que la transformation, elle est là. Voilà. Et quand je vois qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, notamment de services, mais pas seulement, il y a encore des millions de salariés qui n'ont pas un smartphone professionnel, je me dis, on n'est pas dans les clous. On n'est pas du tout dans les clous. Au début de l'année, avec Hervé Garnier, on a eu le plaisir de se connaître, de se côtoyer sur une négociation qui a donné lieu à un rapport, une concertation unanime de toutes les organisations syndicales sur le télétravail. Et on s'est rendu compte que finalement,
sans être un fervent défenseur du télétravail, que c'est une façon d'accélérer la maturité numérique des entreprises que de mettre en place ce type de pratique-là. Je ne dis pas qu'il faut le généraliser tout de suite, etc. Ça a aussi des inconvénients, mais il y a un des problèmes de fond que pose aujourd'hui le numérique, c'est l'accélération de la maturité numérique des salariés et trouver des moyens, il y en a qui sont extrêmement faciles, d'autres qui sont un peu plus compliqués, trouver des moyens de faire cette accélération-là, c'est absolument essentiel. Donc mon deuxième point, c'est qu'on ne va pas assez vite sur l'éducation ou l'appropriation par les actifs et de façon extrêmement simple de ce que c'est en fait que le numérique. Il y a 2 points au moins qui sont caractéristiques dans cette évolution. Je vais être très schématique, mais je suis sûr que mes collègues vont revenir dessus. Le premier, c'est qu'il y a un niveau d'abstraction qui est plus élevé. Je mets des guillemets abstraction. Mais quand on passe d'une lecture d'un journal en papier à une lecture d'un journal en numérique, on passe à un niveau d'abstraction plus élevé. Quand on met des robots dans un hangar un dépôt de Amazon et qui sont des milliers à tourner à une vitesse faramineuse, celui qui pilote ou ceux qui pilotent la circulation des robots dans le hangar, ils doivent avoir un niveau d'abstraction plus élevé que ceux qui conduisaient les Fenwick dans les allées avant. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'agilité. L'agilité relationnelle, c'est-à-dire la capacité, finalement, quand on passe d'un job qui est dans un silo à un job qui, finalement, supervise, d'avoir une interface avec beaucoup plus de monde. Et c'est vrai dans tous les métiers. C'est vrai dans les métiers administratifs, c'est vrai dans les métiers de production, c'est vrai dans les... etc. Et l'accès à ces 2 données-là, vous pouvez y arriver simplement en développant l'usage du smartphone, par exemple. Simplement en développant le télétravail, même y compris occasionnel. Ça vous oblige à aller dans ces dimensions-là et à rentrer dans ces dimensions-là. Voilà, c'est ça que je voulais principalement dire en introduction. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement sur des choses très complexes, ça peut être des choses très très simples, mais il y a urgence à le faire maintenant. On n'est plus à dire, non, moi je suis pas encore concerné. On va être tous les secteurs, toutes les activités, je suis d'accord avec vous, je dis même pas métier, tous les types de compétences vont être touchés de toute façon. Je le vois dans les métiers du conseil, mais je le vois dans énormément d'activités ou de métiers. Voilà. Et parfois, c'est des choses très simples. Alors souvent, la question qu'on se pose, c'est mais par quoi je commence? Et là, il faut se poser. On a accompagné récemment, Altedia, des entreprises dans la réflexion sur c'est quoi les compétences dont on a besoin de demain. On se projette jamais à 10 ans ou à 5 ans, on se projette à 2-3 ans. On part sur des choses très très simples. Souvent, c'est des compétences transverses. Et on peut comme ça faire une évaluation avec des managers et des RH sur plusieurs milliers de salariés en quelques semaines. Et là, on va utiliser des outils digitaux. Donc, on va aussi rentrer dans un apprentissage collaboratif pour évaluer des compétences nécessaires pour demain par rapport à celles qu'ont tous les salariés aujourd'hui, se projeter, faire une mesure des écarts, une mesure très très simple, en rouge, vert, bleu, jaune, orange, etc. Calibrer là où les risques sont les plus élevés, calibrer là où la population est la plus proche des compétences attendues à 2-3 ans. Je parle bien de compétences transverses dues à l'arrivée du digital, et puis commencer à mettre des plans d'action qui vont être des plans d'action relativement simples au départ. Il ne s'agit pas d'investir... Je rencontrais il n'y a pas très longtemps des personnes de la Poste, c'est 450 millions d'euros par an de formation. Voilà, on n'en est pas là dans toutes les entreprises, je vous rassure, tout de suite. Voilà. Mais en tout cas, commencez tout de suite. Il y a une banque en région qui a voulu mesurer le niveau de maturité de ses collaborateurs. Ils ont tous passé, c'est quelques milliers de personnes, un DigiDiag. Alors je fais la promo du DigiDiag, mais aujourd'hui sur le marché, il y a plusieurs types de diagnostics qui permet en 45 minutes, c'est pas un petit détail 45 minutes, mais vous pouvez le faire de chez vous, vous pouvez le faire le week-end, vous pouvez le faire à la maison, en famille au besoin. Un diagnostic digital, c'est-à-dire ma compréhension de ce que c'est qu'aujourd'hui le digital, d'une manière un peu générale. Mais ça vous donne un niveau sur plusieurs critères qui est extrêmement pratique, extrêmement utile, aussi bien le dirigeant que pour l'employé de base, et qui vous donne déjà le gap, les endroits où vous avez les plus gros gaps, et ceux pour lesquels vous allez devoir franchir une étape. Et un des points sur lesquels on insiste énormément dans l'ouvrage, mais de façon très diagonale, il y en a beaucoup. On pourrait passer des heures sur ce qu'on a relevé, c'est que ça ne pourra pas se faire que en top-down. C'est-à-dire que l'entreprise ne pourra pas, à elle toute seule, avoir la maîtrise de l'ensemble de la transformation nécessaire pour ses propres collaborateurs. Il faut qu'il y ait aussi du bottom-up. C'est-à-dire que très très vite, il va falloir que les entreprises, où elles font déjà pour certaines d'entre elles, qu'elles donnent l'initiative aux salariés, qu'elles leur permettent finalement de prendre cette mesure-là et de commencer à travailler par eux-mêmes sur le développement de leurs compétences. De telle façon que les progressions se fassent aussi au rythme des personnes et pas simplement parce qu'on me l'a dit ou parce qu'on me l'a demandé ou parce que il faut que je le fasse. Non, il faut le faire parce que c'est vital et que c'est essentiel et que je l'ai compris, que je me suis approprié cet écart et que cet écart me fait prendre conscience que si j'ai encore 5, 10, 15 ou 20 ans à travailler, si j'ai pas acquis ça, j'y arriverai pas.
Donc, comme on le voit, la transformation numérique, qui n'est qu'un volet de l'industrie du futur, mais la transformation numérique est en train d'impacter les compétences. Dans les compétences, on le voit, il y a le savoir-faire et il y a le savoir-être. Et justement, dans le savoir-être, il y a la problématique de la relation du positionnement du salarié dans l'entreprise, dans son vécu au sein des ateliers ou des usines. Pour revenir aux visions positives, il y a Michel Combes qui évoque le fait qu'avec le numérique, on va vers une amélioration qualitative du travail, pas vers une concurrence entre hommes et machines. Hervé Garnier, qu'est-ce que vous en pensez ? Difficile de répondre à une question comme ça. Je vais peut-être mettre 2-3 préalables comme ça a été dit, mais très court. Pour avoir participé à beaucoup de débats sur le numérique, je suis de plus en plus, je vais pas dire mal à l'aise, mais en tout cas, je suis de plus en plus frustré quand on aborde la question uniquement du numérique, parce qu'il faudrait aussi parler de la transition écologique, il faudrait aussi parler de la transition énergétique, et que c'est bien un tout qui fait ce que peut être le projet, ce que peut être l'entreprise du futur, et que le regarder comme ça, uniquement par un bout. Après, parler uniquement d'industrie, j'ai aussi de plus en plus de difficultés, parce que la frontière entre service et industrie, elle a explosé. Il n'y a pas de demain d'industrie s'il n'y a pas de service, et on voit certains géants du service qui sont des industriels pour faire. Et donc c'est certainement ces frontières, et c'est peut-être ce que le numérique amène, c'est la fin de ces frontières, et j'y reviendrai. L'autre point, et ça a déjà été dit, alors on voit plein de chiffres dire sur le nombre d'emplois que ça va détruire, etc. Nous, en tout cas, une conviction, c'est que c'est pas la fin du travail. Je suis plus un spécialiste du travail que des compétences, mais c'est en tout cas pas la fin du travail, et on l'a vu dans des débats récents sur le revenu universel. C'est certainement pas notre vision qu'on peut avoir. Il y aura du travail, mais je partage ce qui a été dit. Ces emplois, ils sont en train de changer, et tous sont impactés. Et d'ailleurs, on peut même le voir aujourd'hui dans notre pays, dans certains secteurs, des secteurs qui n'ont pas su anticiper ce que sont ces évolutions. Je pense notamment dans le commerce, voir des entreprises en difficulté uniquement parce que les gens achètent sur Internet et vont plus dans le magasin, ou le magasin il sert à autre chose. Et donc il y a derrière, il y a toutes ces évolutions, et ce qui ne veut pas dire que d'ailleurs que ces entreprises n'ont plus besoin d'emplois, elles ont besoin d'autres emplois, et elles ont besoin d'autres métiers. Et c'est ça, je crois, qui est la vraie difficulté. Et en tout cas, comme syndicaliste, c'est une vraie interpellation d'avoir, parce que je crois que au-delà, Pierre l'a dit, on l'a vu sur le télétravail, mais on voit bien comment ces questions-là remettent en cause ce que sont des fondamentaux, y compris ce qu'est le code du travail. On en parle beaucoup en ce moment. Je trouve que des fois, on oublie que des éléments essentiels du Code du travail sont en train d'être mis en cause. On peut en citer 3 rapidement. Il y en a un, c'est le lien de subordination. Et on le voit bien dans tous les débats qu'il y a sur l'articulation vie au travail, vie privée. Quand on a un smartphone dans la poche, moi j'ai mon bureau qui me suit partout, y compris sur ma table de nuit. Alors après, je parle du droit à la déconnexion. On a ça, c'est le temps de travail. Les débats sur le temps de travail, par exemple, sur 35-39 heures, me paraissent aujourd'hui ésotériques. Parce que on voit dire une anecdote suite au travail qu'on a fait sur le télétravail. J'étais invité dans une émission de radio où on donne la parole aux auditeurs, et c'était des jeunes salariés qui expliquaient le télétravail. Mais ils disaient tous que le temps de travail, c'était pas un problème. C'était d'ailleurs plus leur souci, parce qu'ils avaient organisé leur vie autrement. Et on est encore parfois dans des choses, et je crois qu'il y a aussi un élément important de la remise en cause et de la façon dont se sont construites les relations de travail, c'est la fin, ou en tout cas la redéfinition de ce que sont les collectifs. Le code du travail, il a été pensé sur des usines où il y avait un atelier et où les gens travaillaient ensemble. Aujourd'hui, regardez comment sur certains projets, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui sont d'un bout à l'autre du monde, qui travaillent ensemble. J'ai rencontré une start-up récemment, il y a 100 personnes qui travaillent, qui sont dans le monde, ils ne se connaissent pas, ils sont sur le même projet.
C'est ça, il y a aussi ces évolutions qu'il y a. Et puis on pourrait donner, par exemple, ce que sont les lieux de coworking aujourd'hui, ou ce qui fait d'autres relations. Donc tout ça pour dire, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Moi je vais vous dire très simplement, ça sera surtout ce qu'on en fait. C'est-à-dire que ces évolutions, elles sont là. Je partage l'idée que c'est une révolution industrielle comme il y en a eu d'autres, sauf que celle-là ira plus loin et plus vite. Je crois que c'est ce qui la caractérise. Et d'ailleurs, on ne sait pas où elle nous emmènera, même complètement. Il y a peut-être des effets de mode qui font qu'on reviendra à autre chose, mais elle nous emmènera. Mais je reste persuadé que ça peut être, j'aurais pu donner des exemples, notamment en matière de conditions de travail, ça peut être une bonne chose, ça peut être la pire des choses. Et c'est jamais l'outil, en tout cas, ce ne sera pas le robot qui doit nous dire ce que doivent être à la fois les relations sociales, à la fois le travail et les conditions de travail dans l'entreprise. Donc on est bien tous d'accord que tout cet environnement est en plein chamboulement, en plein changement. Et Benoît Bazier, quand vous avez présenté votre entreprise et son évolution durant les dernières années, dans cette adaptation continue, je pense, à ce nouvel environnement, mais quand on a échangé, vous avez insisté justement face à ce bouleversement, à la nécessité du partage de sens. Donc je pense que c'est intéressant. Oui. Alors, peut-être pour présenter rapidement Meyer Sans-Boeuf. Meyer Sans-Boeuf, nous sommes j'ai repris l'entreprise en 2007. C'était une entreprise qui se disait fabriquer de la ficelle, de la corde et de la tresse. Donc on est vraiment dans l'industrie. Il y a 40 sur 44 personnes. Il y en a 40 qui sont à la production. Et l'idée depuis cette période, c'est de dire on va changer de métier. Et aujourd'hui, on ne se dit plus comme étant des fabricants de ficelles, cordes et tresses. Enfin, on ne veut plus se dire. On se dit comme étant des porteurs de solutions pour le tirage, le levage et le maintien des solutions textiles. Et déjà, ça, c'est un énorme changement dans l'esprit des gens. Je me suis rendu compte que tout le monde ne comprenait pas. Parce que la personne qui est derrière sa machine, elle dit « mais moi je produis une pelote de ficelle, hein, je vois pas pourquoi on me fait changer de métier, d'abord j'ai rien demandé. » Et je comprends pas où je vais. Et on a essayé au début de dire on va prendre le train en marche. Bon, l'entreprise était en très grosse difficulté, donc il fallait changer les méthodes aussi, etc. Donc on a essayé de mettre en place dès 2007 des plans importants sur le lean manufacturing. Et je me rendais compte que c'était échec après échec, dans le sens où après 2 ans, quand on faisait le bilan de ce qui restait de la formation qu'on avait apportée aux gens et qu'est-ce qui restait dans l'entreprise, il y avait 80% des choses qu'on avait rapportées qui avaient disparu, qui n'étaient plus tenues. Donc, la problématique, c'est que tant que les gens n'ont pas compris le sens où on va, ils ne sont pas prêts à apprendre. Or, l'industrie du futur, c'est une entreprise, on en a parlé tout à l'heure, où on doit être agile. Et pour être agile, c'est savoir prendre seul la décision facilement, au bon moment et ne pas perdre de temps, et puis avec une vision du client. Alors le mot client et le mot prendre une décision seul, c'était 2 ambiguïtés complètes. Et du coup, on fait un énorme travail maintenant depuis 2 ans, y compris pour pouvoir inculquer et en fait partager le sens où va l'entreprise et écrire en commun, y compris avec des ouvriers, la stratégie de l'entreprise qui va en découler. Et on reviendra tout à l'heure sur les outils qui en découlent et que vous mettez en place pour justement, notamment, puisqu'on revient sur le sujet des compétences, faire l'agrégation des compétences et favoriser la transmission des compétences entre les générations. Mathieu Rollet, vous êtes là avec 2 casquettes quand même, et j'aimerais que vous présentiez à la fois bien sûr l'entreprise Schlumberger, mais aussi le groupe de travail qui a été mis en place depuis à peu près 1 an et demi au sein de la Chambre de commerce, justement sur l'usine du futur. Et peut-être après, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre vision justement de ces premiers impacts de l'industrie du futur dans votre entreprise? Donc Schlumberger est fabricant de machines textiles. Nous sommes basés à Guebwiller. C'est une entreprise qui a plus de 200 ans. Et avec 200 personnes, nous concevons
développons, industrialisons, fabriquons et commercialisons dans le monde entier des machines textiles. On exporte à 99%, et une de nos problématiques est de savoir comment on pérennise les compétences qui sont nécessaires à la conception et la fabrication de ces machines-là dans un environnement mondial et concurrentiel. Donc vous parliez de le groupe de travail auquel je participe, Benoît Bazier en fait également partie, qui a été initialisé par la Chambre de commerce et d'industrie, la CCI, et qui s'appelle le facteur humain dans l'industrie du futur. Donc on s'est retrouvé à quelques industriels de la région Alsace à avoir les mêmes problématiques. On va dire, voilà, on entend tous parler de l'industrie du futur, on entend tous parler de numérique. Alors, qu'est-ce que c'est de façon un peu opérationnelle, pratique, et on s'est réunis pour modéliser un petit peu quelles étaient pour nous une entreprise performante dans 25 ans, et quels étaient les principaux axes d'amélioration qu'on retrouve évidemment dans l'industrie du futur. Alors notre vocation n'est évidemment pas de définir ce que sera l'industrie 5.0, mais ça nous a aidé à définir quels étaient les axes de progrès dans le cadre de l'industrie du futur. Et notre groupe de travail est basé sur l'expérimentation des uns et des autres, les retours d'expérience sur la mise en place dans nos entreprises des axes d'amélioration, en se focalisant, en ayant pris conscience que le facteur humain est prépondérant. Parce que derrière l'industrie du futur, il peut y avoir des thématiques techniques, des vocables, mais derrière tout ça, il faut évidemment qu'il y ait l'humain, il faut qu'il y ait les opérateurs, l'ensemble des personnes de l'entreprise qui comprennent, comme le disait Benoît Bazier, pourquoi on fait ça et comment on le fait. Donc notre démarche a été de définir un certain nombre de chantiers que nous menons, et une des démarches que nous avons eues chez Schlumberger, c'est de trouver comment on fait pour le mieux possible accompagner les gens de l'entreprise pour mettre en place ces thématiques liées à l'industrie du futur. Donc moi, ce que je voudrais maintenant, c'est que dans notre deuxième tour de table, maintenant que le constat est fait qu'effectivement il y a une modification du paradigme industriel de notre environnement, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse un peu plus d'illustration de ce qui est le vécu actuel, des alternatives qui se présentent justement dans le cadre de cette révolution industrielle, quels sont les modèles possibles et quels sont ceux qui sont souhaitables, justement, notamment dans le cadre, dans la perspective de l'évolution des rapports de l'homme avec son environnement industriel. Vincent Charlet, je vais commencer par vous. Comment, justement, on peut illustrer ces enjeux de la transformation digitale? Et justement, vous m'avez présenté deux alternatives assez tranchées, mais je pense que c'est une bonne manière de placer le décor. Oui, l'alternative, enfin les deux options, c'est l'homme augmenté ou l'homme asservi. Comment est-ce qu'on en est venu là? En fait, donc, je vous l'ai dit, on travaille sur cette question de l'industrie du futur et de l'évolution des postes de travail depuis un moment. On travaille aussi avec des Allemands, et je me souviens de cette discussion avec un représentant du syndicat IG Metall qui disait nous on est complètement partie prenante de la mobilisation industrie 4.0. Je lui dis pourquoi? Il dit c'est assez simple, hein. Il y a 15 ans, quand on nous avait demandé si on voulait travailler sur l'automatisation, on avait dit non, on va pas se compromettre, on va pas commencer nous à devoir transiger là-dessus, et ils ont fait ça sans nous. Donc on a dit qu'on n'allait pas se faire avoir deux fois. De toute façon, l'industrie 4.0 c'est comme la robotisation, la question n'est pas de savoir si ça se fera ou pas, mais comment on la fera. Et donc on s'y est mis. Et c'est dans le courant de ces échanges, en mobilisant des expériences françaises et allemandes, que nous est apparue cette ambivalence. Alors, c'est pas une découverte qui nous est propre, hein, vous l'avez évoqué à l'instant. Les technologies, donc ni l'industrie du futur, ni les autres, ni le robot, ni l'intelligence artificielle, les technologies ne sont pas génétiquement programmées pour un résultat. Elles n'ont pas d'intention. Donc l'intention du robot n'est pas de détruire l'emploi, pas plus que l'intelligence artificielle n'est faite pour remplacer des opérateurs. Et c'est le piège dans lequel on tombe à chaque fois qu'on se pose la question quel va donc être l'impact de cette technologie sur cet emploi ou sur ces emplois. En fait, à chaque fois, on pose implicitement une équation,
Et on attend un coefficient de proportionnalité entre l'un et l'autre. Alors, si je mise 100 sur les robots, je vais gagner combien en RH, ou je vais détruire combien d'emplois? Et la plupart des papiers qui circulent fonctionnent sur ce schéma-là. Et en réalité, chaque fois qu'on se pose cette question en ces termes-là, on se piège, de mon point de vue, parce qu'on oublie toutes les variables cachées, en fait, qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est-à-dire toutes les conditions locales qui font que une même technologie ne donnera pas les mêmes résultats appliqués sur 2 sites, parce que ça dépend de beaucoup d'autres choses. Ça dépend de la culture locale de dialogue social, ça dépend évidemment du plan stratégique qui a présidé à l'adoption de la technologie, ça dépend du métier, ça dépend de la dynamique, ça dépend de plein de choses. Et donc, nos tablettes maintenant fourmillent d'exemples à la fois de gens qui ont, enfin, ou d'entreprises qui ont effectivement investi dans des robots pour détruire de l'emploi, et c'était même caricaturalement programmé d'avance, et des exemples dans lesquels le robot a été adopté, coopté par les équipes d'opérateurs. Incidemment, ça a créé de l'emploi, mais le robot est perçu par l'équipe comme un nouvel opérateur. Il lui donne un nom, il lui affecte des tâches. C'est d'ailleurs l'équipe qui est en charge de planifier le plan de charge du robot en question. Bon, donc des exemples, on peut en trouver très contrastés, qui illustrent les deux face de cette médaille, de cette même médaille. Encore une fois, la technologie, ou l'ensemble de ces familles technologiques qui sont incorporées dans l'industrie du futur, n'ont pas d'impact préprogrammé. Et parfois, c'est encore plus, comment je dirais, subtil que ça, j'allais dire vicieux que ça. Il y a des cas dans lesquels je ne sais même pas dire si la médaille est retombée de son côté positif ou négatif. J'ai un cas en tête, c'était dans une usine d'un groupe très connu, sous-traitant automobile, qui fabrique en particulier des moteurs, mais qui fabrique des tas d'autres choses, des moteurs électriques, je veux dire. Et il nous parlait de son futur poste de travail qui a été conçu en collaboration avec les opérateurs et adopté par les opérateurs. Et il se vantait, il était vraiment ravi de cette démarche projet typiquement bottom-up, qui n'était, disait-il, pas très courante dans la culture locale de l'entreprise, qui avait vu les salariés réfléchir à l'industrie du futur et co-designer le futur poste de travail. Alors, dans ce fameux poste de travail, vous avez un écran, un diaporama comme celui-là, qui diffuse slide après slide la notice de montage du moteur en question. Il y a le bloc moteur là. Il y a des petites lumières qui illustrent, qui éclairent le trou de vis dans lequel il faut mettre la vis au moment donné. Et la visseuse est repérée par ultrason de telle sorte que elle est tout à fait localisée. Elle ne se mettra pas en route si elle n'est pas en face du bon trou, si elle n'est même pas avec le bon aplomb. Et c'est la visseuse et non pas l'opérateur qui connaît le couple de serrage de la vis. Et en termes d'émancipation du travailleur, je pensais moi spontanément qu'on pouvait imaginer mieux. J'avais plutôt le sentiment de voir décrit un poste de travail un petit peu, asservissant. Et le gars m'explique, mais non, mais t'as rien compris. Parce qu'avec ce système-là, chaque opérateur devient capable dans la même journée de produire 40 modèles différents de moteurs, ce qu'aucun cerveau humain n'est capable de faire, normalement. Et donc, ce qui fait que les gens se sont sentis grandir et monter en compétences à l'occasion de ce poste de travail, c'était pas leur rapport immédiat à la machine, ou le fait que la machine leur disait « dans ce trou-là, tu vas mettre cette vis-là », c'était le fait qu'ils devenaient d'un seul coup plus polyvalents et plus acteurs, on va dire, de leur plan de charge de la journée. Moi, je ne sais toujours pas dire, à l'issue de cet exposé, si la médaille est retombée de son côté positif ou négatif. Mais je maintiens, enfin je suis encore plus convaincu que les technologies n'ont pas d'intention et que la manière dont s'incarne l'industrie du futur sur le terrain dépend encore une fois, de la culture locale et des intentions des acteurs qui s'en saisissent. Merci. En fait, on voit bien la grande problématique, c'est qu'on est face à de nouvelles technologies, et les nouvelles technologies, c'est comme tous les produits de la science, c'est qu'est-ce qu'on en fait, nous, en tant qu'humains. Certains disent que la technologie et l'humain doivent arriver à fonctionner au même rythme. En même temps, vous, Pierre Béretti, quand vous écrivez votre livre, vous rappelez que la technologie numérique est disruptive. Comment on peut, en termes culturels et managériaux, en fait, traduire cette contradiction? Je donnerai une autre question. En fait, dans le prolongement de ce qui était dit, je voulais citer au moins l'exemple. On pourra revenir sur la question culturelle et disruption. Culture, management et disruption, parce que pour le coup,
le digital bouscule énormément la culture managériale. Je voulais quand même rebondir sur un exemple que j'aime beaucoup, et en plus, il n'est pas très très loin de chez vous, parce que c'est entre Mulhouse et Strasbourg. Alors, je ne suis pas un spécialiste de cette région, donc je vais quand même faire attention en me disant c'est pas très très loin. C'est les cuisines Schmitt, la Salme, qui ont complètement transformé leur production. Et je trouve que l'exemple est extrêmement parlant. Il est dans le bouquin, mais vous le connaissez probablement sûrement. Anne Letzgen a déjà dû faire des conférences dans vos régions. Et ce que je trouve intéressant dans l'exemple, et ça prolonge un peu ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, c'est qu'en fait, ils ont fait une transformation qui a pris une petite dizaine d'années. Je pense que ça peut être plus ou moins suivant comment on la date, mais c'est quand même une période longue. On croit qu'on n'a pas le temps. En fait, on peut avoir le temps de le faire. C'est 2 usines de 200 et 300 personnes qui fabriquent des cuisines. C'est assez simple de se représenter une cuisine. Voilà. Et tout a été virtualisé, digitalisé, sauf quelques fonctions ou quelques tâches qui restent à la main des hommes ou des personnes. C'est-à-dire que si vous commandez votre cuisine dans un magasin, elle va être tout de suite faite sur 3D, expédiée, expédiée dans les usines, fabriquée, et ensuite elle va être livrée. Elle est fabriquée en 13 heures. En 13 heures. Elle est livrée en moins de 10 jours et ils garantissent 100% de qualité, 13 heures. Et en fait, ils ont tout robotisé. Ils ont accompagné l'ensemble des salariés. Tous les métiers ont été transformés. Vous imaginez bien que là, on n'est pas que sur l'usine. C'est pour ça que je suis intéressé. Moi, je trouve intéressant la discussion qu'on a. C'est-à-dire que, bien sûr, que l'usine se digitalise, elle se transforme. Il y en a qui sont énormément transformés. Mais ça impacte l'environnement des autres. Et quand vous passez du magasin à l'usine, au particulier, tout est impacté, y compris l'achat de matière, y compris les facturations, et parce qu'on ne va pas à un moment donné mettre 500 personnes pour faire des factures, c'est à partir du moment où tout est... Donc il y a une transformation qui est derrière, qui est relativement gigantesque. Donc une grosse partie des ouvriers qui ont été transformés en opérateurs, en conducteurs, ils ont été aussi aidés par les pyramides des âges, mais ça aussi, il faut en tenir compte dans la transformation, il faut l'intégrer dans la transformation, mais il y a aussi des personnes qui ne se sont pas du tout adaptées, des gens qui voulaient continuer à travailler le bois, ils ne se sont pas retrouvés dans cette transformation, parce que là, je touche plus le bois, c'est fini. Il y a des robots extrêmement sophistiqués qui le font. Et donc, si je veux rester sur le travail du bois, il faut que j'aille dans une menuiserie ou chez un ébéniste, mais ça ne pourra plus être là. Donc, il y a effectivement des métiers qui ont disparu dans cette entreprise-là, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a des personnes qui se sont reclassées à l'extérieur. Et c'est toute cette transformation-là. Et quand on se dit, finalement, face à cette mutation, et j'aime bien l'exemple parce qu'il est là, il est concret, il est à côté de chez nous, il est visible, et puis, je veux dire, il est compréhensible physiquement. Il est compréhensible. Quand on parle de voiture autonome, c'est parfois un peu compliqué. Je suis pas un spécialiste de la voiture, même si j'en conduis une. Mais voilà. Mais là, au moins, et je me dis, voilà, en quelques années, je peux accompagner une transformation extrêmement importante dès lors que j'embarque. Alors, j'embarque tout le monde, je leur explique et je leur donne la direction dans laquelle on va aller. Ils l'ont fait dans une période de croissance qui aide quand même beaucoup, voilà, parce qu'on est en création d'emplois et non pas en destruction, puis ils ont créé une usine de 300 personnes sur la même période, donc, ou 200 personnes, je ne m'en rappelle plus, mais c'est pas grave, c'est 200 ou 300, donc ils ont créé en même temps. Voilà, et donc c'est un processus que je trouve extrêmement riche et intéressant. Voilà. Alors maintenant, sur la partie culturelle et managériale, il reste 3 choses aux managers dans ces entreprises qui sont en train de se transformer. Il y a des décisions à prendre, il faut qu'il y ait un chef qui les prenne. Vous avez dit tout à l'heure, c'est très, très clair, je trouvais votre exposé extrêmement parlant. Il faut donner du sens et dire où on va. Il faut expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi ce projet il est là, pourquoi il faut se transformer, pourquoi les clients changent d'usage, il faut changer de produit, etc. Puis la troisième chose super importante qu'on n'enlèvera jamais à un manager, c'est qu'il faut choisir les membres de l'équipe. Ce que j'appelle dans mon jargon anglais le staffing. Le reste, ça devient beaucoup plus diffus, il y a beaucoup plus de transversalité, il y a beaucoup plus de collaboratif. Alors après, ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend de la nature de l'activité, mais du fait de la transformation, les métiers deviennent beaucoup plus horizontaux et collaboratifs, et beaucoup plus de partage aussi. Voilà. Et j'ai même vu, dans mon expérience de dirigeant, j'ai adoré ça, où vous avez des collaborateurs qui s'entendent à l'insu de leur hiérarchie pour partager des informations. C'est-à-dire que la culture en silo et la culture de la hiérarchie reste encore très très forte dans nos réflexes, dans nos habitudes. Et donc à leur insu, et c'est plutôt on va dire des millennials, c'est des moins de 40 ans, je n'ai rien contre l'âge et contre les cheveux, parce que j'ai eu des cheveux blancs très très jeunes, hein, je vous le dis tout de suite, ils n'ont pas changé de couleur depuis. Mais c'était plutôt des jeunes, et eux, ils ne comprenaient pas qu'on ne puisse pas partager des informations alors que c'était absolument... Et voilà, donc ça bouscule la hiérarchie dans ce sens-là, et c'est plutôt dans le bon sens. Voilà. C'est une révolution pour le management aussi.
Alors, on va revenir justement pour cette révolution pour le management. Benoît Bazier, est-ce que vous pouvez nous donner des illustrations vraiment concrètes de nouveaux outils et méthodes qui ont impliqué justement des nouvelles approches et des nouveaux savoir-être justement à tous les niveaux? Alors, pour illustrer un petit peu même les propos qu'on vient d'entendre, à notre grande surprise, les plus grandes résistances de la mise en place en fait de nouvelles méthodes ne vient pas forcément de la part des gens qui au début disent mais j'ai pas demandé à le faire et je le fais pas. C'est même certaines personnes qui disent ah oui on va bouger, on va aller dans ce sens-là, qui en fait quand on regarde de près on se rend compte qu'ils mettent les deux pieds en avant pour surtout pas avancer, et des fois c'est bien plus haut dans la hiérarchie qu'on a des problèmes. Et donc là on a des très fortes résistances. Par exemple, nous on est venu dans le groupe de travail que l'on partage avec Mathieu, on en était venu à dire qu'il faut absolument que chaque ouvrier sache ce qu'il a à faire tous les jours, et qu'il puisse se rendre compte le plus vite possible si ce qu'il a fait était bien fait ou pas bien fait. Question qui semble très logique, très simple, mais qui dans nos usines, quand tu passais voir les gens, tu disais au fait ça s'est bien passé aujourd'hui? Ah oui, qu'est-ce qui te permet de te le dire? Rien. Donc, si ça s'est mal passé, c'est pas grave. Demain, on recommence pareil et on recommence à produire de la non-production, de la non-valeur, et donc à ne pas capitaliser la valeur qu'on devait créer, vu que notre objet primaire, c'est quand même de créer de la valeur. Et donc, on a dit, il faut qu'on mette un rituel en place qui doit être que chaque hiérarchique doit passer voir à la mise en place de l'équipe. Est-ce que tu sais ce que tu as à faire? Est-ce que tu sais pourquoi tu as à faire? Est-ce que tu as les éléments qu'il te faut pour pouvoir arriver à faire ce que tu as à faire? Et puis, dernier point, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour te permettre de réussir ce que l'on t'a demandé de faire aujourd'hui? Il a fallu que je me fâche, que je mette un ultimatum pour que la chose se fasse, parce que les agents de maîtrise, et même au-dessus, les personnes disaient mais attends, je vais servir à quoi dans la journée, vu que j'étais là pour éteindre le feu, j'étais embauché pour éteindre le feu, et là d'un seul coup on me dit mais tu vas plus éteindre le feu parce que tu vas éviter que le feu et que l'incendie se mettent en place. Donc attends, tu vas vite plus avoir besoin de moi. Et là une inquiétude complète de toute cette hiérarchie, donc il faut réussir à rassurer. Et là, le sens est encore plus important, hein, c'est essentiel. Et aujourd'hui, on a réussi à mettre dans un atelier, comme ça, on réussit à demander à ce que chaque personne, en fin de journée, ils donnent leur satisfaction de travail, et en fonction en fait de la fiche, donc ils nous marquent en fin de journée, voilà, j'ai produit tant de pièces de X, tant de pièces de Y. Alors ils voient quels étaient leurs objectifs qu'ils avaient, puis on leur dit vous faites la soustraction et vous nous dites, vous derrière, est-ce que vous êtes satisfait ou pas de votre boulot, et si vous n'êtes pas satisfait, prévenez votre collègue qui vient prendre le relais sur l'équipe d'après pour lui dire « Ah, on m'avait demandé ça, j'y suis pas arrivé, mais j'ai eu tel et tel problème, donc il faut que là on avertisse ton agent de maîtrise qui va venir parce que tu vas avoir les mêmes problèmes que moi et tu ne vas pas être satisfait à la fin de ta journée. » Donc ça, c'est un outil clair qu'on a mis maintenant en marche et qui se passe tous les jours sur un atelier où on a encore 6 à équiper. Mais là, c'est aussi le numérique qui permet de voir et de donner en temps réel à chacun exactement ce qu'il a fait. Et là, les outils, on est en train d'équiper les gens avec des tablettes, etc., pour pouvoir enregistrer au fur et à mesure ce qu'ils font. Et justement, vous pouvez être plus précis sur ce type d'outils? C'est des outils, nous, des outils qu'on lie avec la GPAO, hein. Et puis c'est des outils où en fait on met en place des codes barres sur les articles, et puis au fur et à mesure qu'ils sortent de l'atelier, alors qu'avant on avait une mise en production d'un lot, donc le premier atelier le lançait, et puis on arrivait en dernier atelier pour dire ah ça y est, on le rentrait en stock. Aujourd'hui, on passe de chaque atelier en chaque atelier avec
la mise en place donc d'une traçabilité absolue et on enregistre. Donc ça, on a de la donnée qui est prête à être utilisée derrière et qu'il faut transformer en fait dans ce document où on leur imprime une feuille où on leur donne les résultats directement avec ça. Donc on voit bien que c'est l'activité des salariés eux-mêmes et le type d'activité et de compétences qu'ils doivent déployer qui est complètement changé. Alors à ce titre-là, justement, Mathieu Rollet, est-ce que vous pouvez revenir? Parce que les compétences, c'est une chose, on est en train de parler de développer de nouvelles compétences, mais il y a aussi maintenir les anciennes compétences, notamment dans le cadre d'une entreprise qui fait face à un renouvellement de ses équipes. Alors oui, tout à fait. Pour fabriquer nos machines, une machine c'est 2000 pièces, c'est des pièces extrêmement complexes, des pièces d'usinage, des pièces de tôlerie, et pour ça, il faut beaucoup de compétences. Et comment on fait pour pérenniser ces compétences et donner les informations dont l'opérateur sur son poste de travail, à la fabrication des pièces ou à l'assemblage des machines, qu'est-ce qu'on lui donne comme information pour que ces compétences-là soient pérennisées et qu'on permette d'avoir, avec l'agilité qui est aujourd'hui nécessaire, avec le renouvellement des machines, avec les exigences de nos clients, comment on fait pour rester compétitif en Europe et à Guebwiller. Donc pour ça, on a mis en place des outils basés sur le numérique. Alors ça a pu faire peur au début et on a voulu mettre en place une démarche participative où justement les opérateurs sur le terrain sont ceux qui identifient de quelles informations ils ont besoin et mettent en place les modes opératoires. Je peux très bien, moi, avoir l'idée de quel est l'outil qui leur est utile, quelle architecture peut être utilisée, mais c'est pas moi qui ai les savoir-faire, c'est pas moi qui saurais dire, c'est dans tel et tel ordre qu'il faut le faire, à quelle chose il faut faire spécifiquement attention pour que, au-delà d'une nomenclature, au-delà d'une liste de pièces, au-delà d'une gamme de fabrication, on arrive à produire un produit extrêmement complexe. Donc, on utilise un outil numérique, on utilise des écrans tactiles, on utilise des tablettes qu'on va mettre en place dans les ateliers, mais qui sont mis en place avec des groupes de travail. On a mis en place une démarche qu'on appelle s'améliorer ensemble, où les opérateurs directement sur le terrain, directement concernés par une problématique, ensemble, aidés par le management, aidés par les structures support quand c'est nécessaire, mettent en place les informations dont ils ont besoin. Et ça nous permet de faire rentrer le numérique de façon extrêmement pragmatique dans l'entreprise, parce que, d'une part, ça répond à un vrai besoin pour les opérateurs. On a renouvelé 80% des opérateurs du montage ces 5 dernières années. Je caricature à peine en disant que leurs prédécesseurs ont fabriqué toute leur vie quasiment la même machine. Aujourd'hui, avec l'agilité qui est nécessaire du fait du changement de mix produit d'une année sur l'autre, du fait des innovations qu'on est obligé d'introduire dans nos machines, on doit aller plus vite. Donc cette agilité-là, on a utilisé des outils du numérique et on a réussi, je crois, à les introduire dans les entreprises. On est en train de le déployer parce que on l'a fait avec et pour les opérateurs. Donc on voit que, l'introduction des outils numériques, ça doit s'appuyer sur des démarches collaboratives, sur des actions participatives. On voit bien que ça remet en cause finalement les statuts des uns et des autres. Laurent Berger de la CFDT aussi a déclaré qu'il faut réinventer les fonctions des uns et des autres. Avec Garnier, justement, comment vous voyez un peu ce nouveau cadre, cette nouvelle articulation qui est en train de se mettre en place? Vous nous posez des questions très larges pour des réponses très courtes. Ça mériterait à eux seuls un débat. Pour répondre à cette question, je vais revenir sur l'histoire. On a dit qu'il y avait eu des révolutions. Il y a eu des révolutions industrielles, là il y a une révolution numérique. Les précédentes révolutions, elles ont quand même quelque chose de commun, c'est de continuer à s'appuyer, ou en tout cas d'avoir conforté ce qu'on appelle le taylorisme et la division du travail. Et tout notre modèle est construit là-dessus. Un des vrais enjeux qu'il y a, c'est cette remise en cause. Et ça a été dit par les intervenants, c'est que se pose aujourd'hui la question de l'autonomie, de la confiance,
se pose ces questions-là, et on le voit bien, c'est extrêmement compliqué aussi à le faire évoluer. D'une part, quand on dit la révolution numérique, je crois qu'il y a un premier enjeu, c'est d'être capable d'emmener tout le monde. Parce que ça peut être à la fois, il y a la fracture numérique, et ça se voit aussi au travail, des gens qui ont la capacité de s'adapter, de se saisir de l'outil, et des gens qui ne l'ont pas du tout, et ça peut être source d'exclusion. C'est un premier point. Il y a un deuxième, c'est que l'autonomie, la confiance, ça s'apprend aussi, ça s'apprend à se travailler. Et je crois qu'il y a un public sur lequel il faut qu'on soit particulièrement attentif, je crois, dans cette évolution, c'est l'encadrement intermédiaire. Ça a été dit là. Ça a déjà été dit. Je vais reprendre l'exemple. Quand on a travaillé sur le télétravail, moi j'ai été surpris. On a auditionné des entreprises qui l'avaient mis en place, et on a auditionné la direction et les syndicats, en leur demandant chacun comment ils l'avaient vécu, comment ils l'avaient. Tous nous ont parlé de la difficulté de l'encadrement intermédiaire à se situer dans ces évolutions. Parce que c'est leur métier, peut-être le premier qui disparaît, ou en tout cas qui est remis en cause. Il y a un exemple qu'on prend souvent, vous savez, c'est l'exemple chez GDF, ou enfin c'est CNJ maintenant, les distributeurs de gaz. Avant, vous aviez des gens qui faisaient des tournées et qui relevaient les compteurs. Les compteurs, ils sont devenus intelligents. C'est-à-dire que déjà, on a complètement changé le métier de celui qui fait la tournée, parce qu'il a une autre mission qui est à la fois commerciale. Je pourrais prendre l'exemple de la Poste, c'est le même. Et puis derrière, il y avait des gens qui organisaient ces tournées-là. Aujourd'hui, c'est les compteurs qui organisent la tournée, à la limite. Et ça remet en cause complètement ces métiers. Et je crois que dans la réussite qu'il y a à avoir à cette transformation, il y a à se reposer cette question de l'encadrement. Surtout qu'il y a une autre chose qui a aussi été dite. Il y a un élément essentiel, c'est la circulation de l'information. Avant, elle était descendante. Et elle était captive, en tout cas c'est celui qui l'avait, et des fois son pouvoir, ou en tout cas sa responsabilité, elle reposait là-dessus dans l'entreprise. Aujourd'hui, tout le monde sait tout. Et ça a été dit, et tout le monde... et là, ça remet aussi en cause ces évolutions. Et donc, je crois qu'il y a, à regarder à ce que comment ces évolutions, on les prend, mais comment on les prend aussi avec ce que ça peut changer dans les comportements, dans les formes de management. Je crois que c'est essentiel pour la réussite. Tout à fait. À moi de donner un exemple, justement, très récemment, j'étais dans une usine de Schneider en Normandie, où la mise en place d'un certain nombre d'outils de développement de nouveaux process au niveau des opérateurs, avec l'utilisation de tablettes, à eux-mêmes de mettre en place des nouvelles méthodes de production, et avec des tutoriels qu'ils développent eux-mêmes, est en train de remettre en cause le bureau des méthodes. Donc on voit qu'il y a des métiers entiers qui sont remis en cause. Et à ce titre-là, je voudrais revenir sur ce spectre de la destruction d'emplois. Vincent Charlet, quelle est votre vision là-dessus? Parce que beaucoup de choses ont été dites. Est-ce que ce n'est pas un défaut d'analyse et plutôt un manque de perspective que de penser que toutes ces modifications, toutes ces transformations seront non pas un jeu à somme nulle, mais bien au contraire un jeu à somme négative? Alors, la réponse courte est, à mon avis, oui, je pense que c'est une illusion. Maintenant, je veux le dire de façon prudente et modeste à la fois. D'abord parce que quand je le dis trop brutalement, je me fais engueuler à la sortie, y compris par des patrons qui disent « Eh oh, c'est facile de dire, après moi il faut que je dise à mes équipes, j'aimerais bien vous y voir, vous ». Bon, donc modeste et prudent, mais oui, je pense que on a globalement tendance à se faire peur avec cette idée du robot destructeur de l'emploi, ou cette idée d'ailleurs cousine de l'intelligence artificielle destructrice de l'emploi. Pourquoi? D'abord, j'ai expliqué pourquoi sur le terrain, une technologie n'était pas programmée pour un impact qui soit positif ou négatif. Et je trouve que dans nos résultats macro, on voit la confirmation de... Enfin, je me sens, moi, conforté dans ce doute, dans cette position sceptique.
Pour plusieurs raisons. D'abord, le progrès technique ne cesse de ralentir. Le progrès technique au sens, la mesure des gains de productivité dans les économies développées ne cesse de ralentir. C'est pas une bonne nouvelle d'ailleurs, hein, parce que les gains de productivité sont jusqu'à présent le principal moteur de création des emplois de demain en fait. C'est la croissance potentielle, c'est donc le rythme auquel les économies peuvent espérer progresser. Et pour une raison qu'on ne sait pas vraiment expliquer, plus les pays sont développés, plus ils sont proches de la frontière technologique, moins ils arrivent à créer de nouveaux gains de productivité, moins ils arrivent en gros à entretenir cette machine du progrès. J'avais encore vu passer ce matin les résultats d'une étude toute récente qui montre depuis le milieu du 19e siècle, le volume d'emplois, plutôt la proportion des emplois qui sont transformés, renouvelés selon ce cycle schumpeterien, destruction créatrice, n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. On a tous évidemment en tête cette idée que le progrès s'accélère, qu'il faut être toujours dans la course, et peut-être même que la course se court encore plus vite, mais dans les chiffres macro ne renvoient pas ça. Il y avait bien plus de métiers détruits et recréés au milieu du 19e qu'aujourd'hui, en proportion, je veux dire. Les différentes études qui circulent sur l'impact du robot sur l'emploi sont à lire avec précaution. Je veux dire par là, ce qu'on est capable de dire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la proportion des métiers qui sont affectés par le numérique, qui sont touchés ou impactés par le robot, par exemple, ou par le numérique. Mais impacté ne veut pas dire détruit. D'abord parce qu'un robot, en général, remplace une tâche et pas vraiment une personne, ni même un métier. Et parce que, évidemment, les gens et les organisations s'adaptent en conséquence. Toutes les études, dans toutes les études qui circulent, qu'elles soient scientifiques vraiment revues par des comités de pairs ou bien produites par des cabinets conseils par exemple, ont ce même positionnement, c'est-à-dire qu'elles se hasardent à dire voici dans la carte des métiers d'aujourd'hui la proportion de ceux qu'on estime concernés par ou impactés par, mais quelle sera la nature de l'impact ? On ne sait pas dire. Comment les organisations vont s'adapter, on ne sait pas dire. Combien est-ce que ces mêmes technologies vont créer de nouveaux métiers et de nouveaux emplois, on ne sait pas dire. Donc, on est déjà un peu myope sur un premier plateau de la balance, totalement aveugle sur le deuxième. Et malgré toutes ces précautions-là, parce que, y compris les auteurs britanniques là, qui ont eu autant de succès en chiffrant à 40% le nombre d'emplois potentiellement touchés par la robotisation, eux sont très optimistes sur l'avenir de l'économie et le renouvellement des emplois. Mais, on va dire, dans les articles grand public, en général, toutes ces précautions de lecture sont oubliées et on en revient à une espèce de cœur de message, parce qu'en gros, c'est le cœur de l'angoisse du lectorat de ces articles en question, qui est, voici les jobs qui vont être détruits par les robots. C'est pas ça que disent les études, puisqu'elles sont absolument incapables de dire ça. Et personne, à ma connaissance, n'est aujourd'hui capable de fournir un bilan chiffré qui soit méthodologiquement solide sur le nombre d'emplois détruits et le nombre d'emplois créés du fait de ces technologies. Le problème, c'est que pendant qu'on s'épuise, ou qu'on gaspille sa salive sur ce sujet, on passe à côté de ce qui est à mon avis l'essentiel, c'est-à-dire la transformation, par contre, là on n'est pas passé à côté de l'essentiel, puisque c'est ce dont on a parlé ce soir, la transformation des métiers d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché du travail, déjà en France, il est segmenté. Il y a plusieurs millions de gens non qualifiés qui sont plus loin de toute perspective d'embauche, qui n'ont jamais été jusqu'à aujourd'hui dans notre pays. Et le marché des travailleurs qualifiés est tendu à bloc. Là déjà, toutes les entreprises cherchent et peinent à trouver. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire en gros qu'il y a des gens qui manquent de compétences et qui du coup manquent d'accès à l'emploi, et les entreprises qui en face manquent de gens compétents ou qualifiés. Oui. Ce problème-là, c'est celui de la formation des gens d'aujourd'hui. C'est celui de l'accompagnement dans leur métier des gens qui aujourd'hui travaillent ou qui ont perdu leur emploi récemment. Mais ça n'est pas le spectre d'une disparition en masse de nos jobs ou des formes d'emploi, d'ubérisation du travail ou je ne sais quoi, d'ici 5 à 10 ans. Je considère que c'est un faux ou petit problème. Alors évidemment, quand je dis comme ça, je ne me fais pas que des copains, mais je suis persuadé que ça nous fait passer à côté de l'essentiel. Hervé Garnier, je vous laisse aussi, vous avez la chance de visiter des sites, y compris à l'étranger, et de donner votre impression sur ce risque de perte d'emploi, mais surtout nous donner votre vision de la nécessité de transformer et d'accompagner justement les emplois actuels et notamment développer la formation. Je vais déjà rebondir. Je partage
quitte à avoir un syndicaliste qui le dit, ça va être encore pire, je partage l'idée que tous les emplois ne seront pas ubérisés demain. Et que c'est un phénomène sur lequel il faut regarder, mais le modèle d'emploi tel qu'il connaît, il a encore de l'avenir et tout ne va pas comme ça se déliter, même s'il y a à regarder ce que sont ces emplois, mais c'est pas, faut arrêter de caricaturer d'un côté ou de l'autre, quoi. C'est beaucoup plus complexe. Sur le robot, j'ai toujours un exemple. Il y a pas longtemps, j'étais au Québec, j'ai visité une entreprise, General Electric pour pas le dire, hein, sur un site où on nous a dit il y a que des robots. Alors effectivement, c'est impressionnant quand tu rentres dans ce hangar, il y a des robots partout. Mais quand tu arrêtes de regarder les robots, tu regardes autour, il y a des gens autour. Et quand tu fais le bilan, et quand ils nous ont expliqué qu'ils font le bilan, il y a autant de salariés qu'avant. Sauf que c'est plus les mêmes emplois. C'est plus les mêmes emplois. Alors il y a des emplois très peu qualifiés parce que il y a encore besoin il y a la propreté, il y a la sécurité, il y a des secteurs comme ça, mais on le voit bien que ça a débordé. D'ailleurs, il a fallu qu'ils accompagnent les salariés sur la montée en compétences. Parce que ceux qui craignent peut-être le plus aujourd'hui, c'est, je veux dire, dans d'une grille de classification, c'est le milieu de la grille. Hein, c'est là où est le plus grand risque. Il a fallu les tirer. Et ce qui est d'ailleurs une vraie inquiétude, en tout cas pour nous, d'avoir cette fracture entre emploi qualifié et emploi pas qualifié. On fait pas une société comme ça, quoi. Et ce fossé qui s'y venait à trop grandir, il est source d'autres problèmes qui sont peut-être plus sociétaux, qui sont bien, mais qui sont bien sûr tout aussi importants. Et puis l'autre point. Dans cette usine, le bureau d'études, il était au milieu de l'usine. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un bureau qui était l'ingénieur, il était à je ne sais pas combien de kilomètres. Ils avaient été obligés de repenser parce que ce qui était essentiel dans leur production, c'était la relation entre le technicien et l'ingénieur. C'est là que ça se passait. La plus-value, elle était là, elle était plus... et quand on sait que des fois, le bureau d'études il est très loin de l'entreprise, cette relation, elle venait essentielle. Et ça rejoint ce que je disais aussi précédemment et qu'elle a dit, ça avait reposé complètement la question des strates qu'il pouvait y avoir entre le bureau d'études et le technicien. Et d'un seul coup, il y avait un collectif de travail qui fonctionnait totalement différemment. Et c'est pour ça que je pense pas qu'il faut avoir une analyse, en tout cas, de dire que le robot, je dis pas que c'est une bonne chose non plus. Je crois pas. Le robot, il fera que ce qu'on lui demandera de faire et qu'il ne prendra sa place que dans un système que l'on décidera. Après, moi, je vois pas je m'occupe aussi beaucoup de santé au travail. Je suis responsable de ces questions-là. Voir le robot arriver sur certaines tâches où on sait les conséquences que ça peut avoir sur les salariés, ça me gêne pas qu'un robot prenne la place. Il y a à regarder. Donc voilà, tout est pas blanc, tout est pas noir. S'il y avait vraiment, regardons. Et le robot, c'est un élément à prendre en compte. Mais je crois qu'on est encore bien loin de remplacer, de pouvoir complètement passer de l'homme ou de la femme et de ses compétences au travail pour demain apporter, parce que le plus, c'est l'homme qui l'aura. Le plus, c'est l'homme qui l'aura. Merci. Alors, Mathieu Rollet, on avait parlé justement de cette problématique de consolidation des compétences. Je voudrais revenir au sujet de la formation et des modalités de formation. Ce que j'ai compris, c'est que finalement, dans une entreprise comme la vôtre, qui a un fort renouvellement, vous êtes obligé, en partie, de mettre en place vos propres outils. Oui, parce que comme l'ont dit les précédents intervenants, certes, les métiers évoluent, mais pour fabriquer des machines textiles, je reviens à ça, nous, on a besoin de fraiseurs, on a besoin de tourneurs, on a besoin de plieurs, et tout le monde sait que ce sont des métiers en tension, et ces métiers, certes, ils évoluent avec le numérique. Certes, les compétences évoluent et les temps de formation diminuent et les temps d'adaptation diminuent et la polyvalence aussi augmente. Mais pour répondre à ces enjeux-là, encore une fois, être en mesure durablement de fabriquer, de concevoir des machines textiles pour le monde entier en Alsace, il faut qu'on ait des salariés qui, encore une fois, savent faire des pièces techniques, mécaniques, avec des machines à commande numériques. Et donc pour ça, alors le numérique nous aide,
Il doit nous aider, encore une fois, à proposer aux opérateurs d'avoir à disposition les informations dont ils ont besoin. Mais nous, le problème un peu de base, c'est d'avoir des personnels qui sont formés. Et pour ça, on a mis en place un pôle apprentissage au sein de notre entreprise. On n'est que 200 salariés. Il y a c'est environ 120 personnes dans les ateliers. Mais on a dû investir dans un pôle apprentissage pour transmettre les savoir-faire, les savoir-être qui sont nécessaires à nos salariés et pour que nous puissions avoir les salariés formés à des métiers, encore une fois, en tension. Donc le numérique, oui, mais et il nous aide, il doit nous aider sur ces métiers-là, mais la réalité, j'allais dire première, c'est que pour fabriquer des machines, on a encore besoin de personnel qui sont formés, qui savent faire des pièces compliquées, qui savent les contrôler, qui savent faire des actions de magasin très bien. Benoît Bazier, vous vouliez revenir, sachant que je laisserai le mot de la fin à Pierre Béretti sur justement ce volet de la formation et de ce qu'il a pu analyser comme besoin assez spécifique justement de l'homo numericus au travail. Benoît Bazier, vous voulez revenir sur les spécificités justement des PME? Oui, il y a une spécificité en PME avec cette révolution numérique qui est en train d'apparaître, c'est que on a dit on a un changement de métier. Or, nous PME, je parle de tous ceux qui sont moins de 50, il faut qu'on change nos méthodes et nos visions des emplois que l'on a dans nos entreprises. Par exemple, donc nous, en 2007, on a repris 44 personnes, on est 47 aujourd'hui. Il y avait 40 personnes à la production, on n'en a plus que 30 aujourd'hui. Mais on a des nouveaux métiers dont on va avoir besoin de plus en plus. L'analyse de la data, va falloir aussi de plus en plus être capable de gérer les coûts de revient et donc une vraie gestion en temps réel de notre valeur ajoutée. Il va falloir aujourd'hui aussi maîtriser en tant que PME, faut revenir dans le marketing. La fonction marketing n'existait plus chez nous, on l'a en demi-poste. Le web marketing, c'est des tas de fonctions qui arrivent comme ça. Il faut qu'on se dise, nous PME aujourd'hui, faut plus embaucher des gens à temps complet. On n'est plus là on n'a plus de CDI à donner de temps complet comme ça. Par contre, il faut aller voir nos collègues d'à côté. Même aujourd'hui, certains métiers avec Schlumberger, pourquoi demain, quand on est à 100 mètres l'un de l'autre, on n'aurait pas des nouveaux métiers à se partager entre nous? Et là, c'est une chose qu'on ne fait pas encore, qu'au niveau du pôle textile Alsace, on a décidé d'expérimenter, qui est une vraie progression, c'est le travail partagé. Et je pense que ça, il faut changer aussi de mentalité. Pierre Béretti. Juste 2 exemples, parce que le sujet de la formation, on va y arriver. Le sujet de la formation, et suivant si on le prend pour les métiers d'aujourd'hui ou si on se projette à un peu plus long terme, ça devient plus compliqué. 2 exemples. Moi, j'aime bien reciter celui de la salle où finalement ils ont monté leur propre école de formation. Parce qu'à un moment donné, il y a plus le choix et il faut y aller directement. Ils ont avec une douzaine de formateurs pour accompagner l'ensemble des salariés à la transformation. Et là encore, c'est un peu comme le bureau d'études dans l'atelier. C'est les formateurs sont dans les usines, et en même temps, ils accompagnent la transformation et ils accompagnent la formation en dosant finalement le degré et le niveau de formation en fonction des besoins des différentes personnes. Juste pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, alors je pense que cette statistique va évoluer progressivement. Dans des statistiques qui sont un peu globales et un peu générales, on considère qu'il y a un tiers des salariés de nos entreprises qui sont prêts et adaptés à l'évolution digitale, grosso modo. Ça peut être très variable d'une entreprise à une autre. Certains m'ont dit, dans certaines entreprises plutôt de services et très très anciennes et plutôt d'origine publique, c'était plutôt un quart ou un cinquième. Mais c'est pas très important. Un tiers est adaptable de façon sans trop de complexité, mais avec de l'accompagnement, tutorat et formation. Et le dernier tiers, le gap est beaucoup plus compliqué. Je pense que ce dernier tiers va se réduire progressivement, puisqu'on voit bien que les nouvelles générations grossissent dans les rangs des gens qui travaillent, et donc il y a aussi un effet naturel de pyramide des âges. Il y a quand même un travail à faire sur l'acculturation digitale. Et j'ai oublié mon 2e exemple, mais c'est pas très très grave. Merci. Sorti de la tête. Bien, je crois que bon, l'idée, c'était pas de donner, j'allais dire, un descriptif complet justement des nouvelles compétences à mettre en place. Je pense qu'il était important de se mettre d'accord sur le constat que la transformation numérique allait vraiment
entraîner de fortes modifications pour les entreprises industrielles, et c'est volontairement qu'on s'est vraiment focalisé sur l'environnement industriel, sachant que bien sûr la transformation numérique des entreprises c'est un sujet beaucoup plus large. Moi je voudrais revenir sur le dernier point de Benoît Bazier, c'est qu'effectivement ces nouvelles compétences, toutes les entreprises ne vont pas pouvoir se les permettre, se les mettre en place, et que le développement de plateformes RH, comme il y a des projets ici sur Mulhouse, de développer des capacités de partage justement d'expertise, de ces nouvelles expertises à mettre en place, c'est un vrai sujet à développer. Merci, je voudrais juste conclure là-dessus. Est-ce que maintenant, bien sûr, il y en a un temps de questions et réponses? Une première question, c'est toujours la plus difficile. Moi non, je passe le micro. C'était qui? C'était monsieur. Bonsoir. Le credo actuellement de l'entreprise, c'est en grande partie mesurer la productivité, évaluer, contrôler. Est-ce qu'avec les modifications des métiers que vous avez décrits à l'instant, cela va changer? Est-ce qu'on va s'arrêter d'évaluer, voire cesser de mesurer la performance? Alors, encore une fois, ça dépendra des situations sur le terrain. Il y a déjà des cas, enfin on peut déjà citer des cas où l'apparition du numérique a plutôt accentué cette mesure, le cas dont je parlais tout à l'heure, chez les fabricants de moteurs. Toutes les performances, défaillances, rapidité, taux d'efficacité sont remontées immédiatement en temps réel dans la machine. Donc de ce point de vue-là, le monitoring est plus serré que jamais. Vous avez aussi des cas dans lesquels le numérique accompagne un mouvement d'autonomie des équipes qui deviennent... Alors peut-être qu'au niveau corporate, la mesure est toujours aussi intensive des taux de profitabilité, mais concrètement sur le terrain, l'auto-organisation du travail de production est bien plus prégnant. Le cas, à mon avis, le plus devancier en France aujourd'hui dans l'industrie, c'est Michelin, qui en a fait un modèle d'organisation et qui est vraiment engagé là-dessus de façon très très étendue au niveau monde. Mais sans être au même niveau, plusieurs groupes, grands ou petits, sont dans cette dynamique. J'ai observé des cas similaires chez Airbus à Saint-Nazaire, par exemple, avec véritablement des transformations de l'organisation du travail. Oui, moi je partage parfaitement ce qui vient d'être dit. C'est vrai que ça va dépendre des secteurs, mais on voit bien aussi que toute la réflexion qui court sur l'abandon de la mesure de la performance annuelle, l'abandon de la création de plans de formation annuels, etc. On est beaucoup plus sur la vie d'un projet ou la durée d'une activité avec un début, une fin, une équipe, et puis tout ça, ça va se redéfaire et ça va se reformer, et beaucoup moins sur les cycles antérieurs, que ce soit des cycles annuels ou la performance purement individuelle. Et on voit bien que dans les nouvelles... Alors, je ne veux pas trop parler de ça parce que c'est pas un sujet que je connais particulièrement plus que d'autres. C'est le mouvement de l'entreprise libérée, je mets des guillemets à ça, dont je pense que vous faisiez implicitement allusion dans l'expérience de Michelin qu'il développe dans certaines usines, ou qui dit le développer dans certaines usines, mais il y a un fait que le collectif est plus important que l'individuel aujourd'hui, de plus en plus, dans les nouvelles formes d'organisation du travail. Oui, je crois que le numérique permet aussi de se reposer la question de quel est ce que veut dire le mot performance, ce que veut dire le mot résultat. C'est-à-dire, si c'est pour faire du reporting, comme on le voit dans certaines entreprises, où on accumule des chiffres qu'on ne regarde jamais d'ailleurs, où la finalité c'est de le faire, je pense qu'il est temps de tourner la page. D'ailleurs, on le voit bien, il y a de plus en plus de débats et de réflexions autour des limites de ce management. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de ne pas parler que du numérique, mais de parler d'autre chose. C'est regardons la place que prend le client aujourd'hui, de ce qu'il attend, et si c'est lui qu'on sert, le lieu
où on va peut-être contrôler la performance ou le résultat, il est plus au même endroit. Il y a ça. Après, il faut pas confondre, je crois. Alors, ça a été dit, entreprise libérée. Il y a des formes. Il y a des formes qui sont. Je crois. Juste une anecdote. On est souvent. Les entreprises libérées demandent souvent à des syndicalistes de venir débattre avec eux, et ils commencent par nous expliquer qu'on les aime pas. Alors depuis le temps qu'ils me disent qu'on les aime pas, je finis par croire qu'ils ont raison, donc je vais pas dire. Je pense que Michelin est pas dans le système d'entreprise libérée. D'ailleurs, ils s'en défendent. Par contre, je pense que ce qui est en jeu, c'est l'entreprise délibérée, comme dit Yves Clos. C'est-à-dire, c'est comment se font ces gestions, parce qu'une entreprise, c'est un conflit d'intérêts, parce qu'une entreprise peut y avoir des problèmes, parce qu'il y a des gens à gérer, tout ça, c'est dur. Et c'est comment on le gère, pas forcément comme en certaines entreprises, et je pense que ça peut être, dans une PME, ça peut encore fonctionner, c'est pas en partageant les problèmes qu'on les résout. Hein, je pense que c'est plus compliqué que ça et que le système le fait. Mais le numérique est une fantastique aventure pour essayer de repenser ce qu'est la performance de l'entreprise dans un monde qui bouge avec, je l'ai dit, la transition écologique, la transition énergétique. Pardon, un complément. On pourra développer si besoin, mais vraiment, de mon point de vue, les entreprises libérées seront à l'autonomie du travail ce que la bulle sera à un mouvement solide et durable. Franchement, il y a un engouement autour de l'expression entreprise libérée, dont parfois les pionnières aujourd'hui se désengagent en disant mais c'est pas ça que j'ai voulu créer comme mouvement. Le vrai sujet derrière, c'est l'autonomie au travail qui n'a parfois absolument rien à voir. Deuxième complément. On ne peut pas parler du monitoring sans revenir sur le lean. On ne peut pas parler du numérique et de l'industrie future sans revenir sur le lean manufacturing. Le lean manufacturing, c'était quoi? C'est la production au plus juste. A priori, modèle importé du Japon et de Toyota en particulier. C'est-à-dire réussir à produire sans gaspillage, mais en impliquant les salariés. Donc il y avait déjà dans le Lean ce mouvement d'auto-organisation et de restitution d'une partie de la décision et du reporting aux salariés. Malheureusement, beaucoup le savent, en France, le principe a été dévoyé ou mis en application par des gens qui n'en comprenaient que la moitié. Et précisément, ça s'est trouvé mis en application sous une forme extrêmement descendante et autoritaire dans certains cas, où la chasse au gaspille était interprétée, ou a été déclinée comme un suivi extrêmement tatillon, pointilleux de toute la non-qualité, du temps perdu, etc. Et les opérateurs et les syndicats ont vécu, dans une proportion malheureusement assez forte en France, l'arrivée du lean manufacturing comme quelque chose d'absolument oppressant dont ils n'ont pas voulu entendre parler. Aujourd'hui encore sur le terrain, et y compris avec les interlocuteurs syndicaux, on ne peut pas prononcer le mot lean manufacturing pour ouvrir un débat serein. Et le drame, c'est que tous les spécialistes vous le diront, on ne peut pas aujourd'hui passer au 4.0 ou à l'industrie du futur dans une entreprise qui n'est pas déjà au lean. Non, il faut avancer là-dessus. Alors, oui, on ne peut pas passer si on n'est pas dans une entreprise qui est déjà en ligne, mais si on ne revient pas aussi, le lean, il a de l'intérêt si on est dans le sens partagé. C'est pour ça qu'il faut aussi, ça se fait en même temps. Et vouloir faire l'un avant l'autre marche pas dans les deux sens, je pense. C'est vraiment à tout prendre en global. Merci. Une autre question ? On a beaucoup parlé des actifs en général et des modifications de leur métier. Est-ce que vous avez des idées sur la formation initiale qui peut préparer à la fois à motiver les gens à travailler dans l'industrie et qui peut les préparer à modifier leur comportement pendant leur vie professionnelle? Moi, j'ai un exemple qui a eu un effet. On a emmené, alors c'est une forme de formation, on a proposé d'emmener les ouvriers chez les clients. Ça a été une rupture complète pour ceux qui sont venus.
qui ont fait. Et aujourd'hui, j'ai une demande de ceux qui, à l'époque, ont refusé de le faire, en disant ouais, c'est quoi cette histoire-là, en disant en fait la découverte de c'est quoi un client pour un ouvrier qui est derrière son usine, ben, c'est tous ceux qui sont rentrés avec ça aujourd'hui sont force de proposition en disant tiens on pourrait améliorer ceci, il y aurait ça qui pourrait être mieux packagé, qui pourrait être nous plus facilement fait. En plus la logistique prend avec l'arrivée de l'internet etc aussi une évolution énorme. Et ben on a des gens qui commencent à vouloir à penser client dans l'entreprise. Oui, on peut citer quelques exemples. On en cite un dans le livre qui est l'école 42, qui est un des plus connus, un des plus récents, et avec un mode d'enseignement. Il n'y a pas d'enseignant, mais c'est le précurseur de ça à plus de 10 ans, 15 ans, c'était l'Épithèque. Et moi, le deuxième exemple que j'ai envie de citer, c'est l'apprentissage. C'est le meilleur exemple qu'on puisse avoir pour faire que les jeunes commencent le plus vite possible dans l'entreprise. Après, le plus vite possible, on sait bien que l'apprentissage va des premiers niveaux de formation, alors pas la maternelle et le primaire bien évidemment, mais des premiers niveaux de formation professionnelle jusqu'au bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Et c'est une des meilleures écoles qui fait qu'on est tout de suite aussi dans le monde de l'entreprise. Avec l'idée que de toute façon, et on le voit déjà dans les moins de 40 ans, les moins de 35 ans, ils ont déjà changé pour une grande partie d'entre eux de métier et de compétences. Déjà, au bout des 5, 6 premières, 10 premières années de leur vie professionnelle, cette génération-là. Donc ça va très très vite. Donc on n'imagine pas aujourd'hui, avec une formation en silo comme on l'a, moi j'aime beaucoup les débats qu'il y a sur la réforme du bac, parce que ça me parle beaucoup plus aujourd'hui, c'est-à-dire de désiloter aussi la formation, parce qu'on ne peut pas continuer à enfermer les gens entre les maths, le latin, je ne sais pas quoi, etc. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on commence à avoir les prémices, mais on est un petit peu en retard, quoi. Oui, je rebondis juste sur ce que vous dites là sur l'apprentissage. Je le disais tout à l'heure, nous on mise beaucoup là-dessus pour les compétences métiers de fabrication, mais je parlais de notre mise en place des outils numériques au sein de l'entreprise. Bah, pour ça, on a fait appel à un apprenti qui est en master et qui, avec son expérience partagée dans l'entreprise, nous a aidé, nous aide vraiment à mettre en place ces outils-là. Et cette formation en alternance, chez nous et à l'école, elle correspondait vraiment bien à nos besoins pour mettre en place ce genre d'outils. Sur la formation initiale et l'entrée dans la carrière industrielle, 2 points. Bon, effectivement, l'apprentissage est un outil extrêmement performant. On le voit à la fois en France, même si globalement le système est moins efficace ou moins étendu que ce qu'on aimerait, et évidemment dans des pays voisins. En France, on n'arrive pas à atteindre les effectifs qu'on aimerait en apprentissage, mais globalement le flux annuel se maintient. Simplement, ça masque le fait que l'apprentissage progresse dans l'enseignement supérieur et continue de régresser dans les formations bac et moins. Et ça, c'est un sujet, c'est-à-dire que la réforme de la formation professionnelle au niveau inférieur au bac reste un chantier devant nous. Je pense pour ma part qu'il faudrait qu'on réussisse à réduire le fossé, voire à le supprimer complètement, qui existe encore entre les formations professionnelles, gérées par les branches ou les chambres de commerce, et l'éducation nationale, parce qu'il y a une rivalité qui coûte à tout le monde dans ce domaine-là. Deuxième point, depuis le temps qu'on travaille en liaison avec des gens qui nous disent qu'il faut absolument convaincre les jeunes de travailler pour l'industrie parce qu'il y a des métiers en tension, on a besoin d'eux et ce sont des aventures passionnantes. On le dit, on le fait et on organise des tas d'opérations pédagogiques en direction du monde scolaire. Et puis une fois on nous a dit vous avez qu'à aussi faire une enquête démographique sur les premières années de vie ouvrière, de vie professionnelle des jeunes actifs de l'industrie. À coup sûr, vous arriverez à montrer qu'ils ont des meilleurs jobs, plus de formation, des salaires plus élevés que s'ils travaillaient dans les services, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est mis en cheville avec un laboratoire de recherche qui suit les gens qui sortent du système scolaire, sur tout un tas de caractéristiques. Bon, disons-le franchement, l'image qui en ressort, le rapport n'est pas encore public, c'est un champ de ruines pour l'instant. Alors c'est pas propre à l'industrie. Mais les débuts de carrière des jeunes actifs aujourd'hui, c'est une bérésina. Un nombre de séquences d'emploi de courte durée.
Donc, il nous reste à mettre ces résultats en forme, mais ce qui est certain, c'est qu'au moment où, juste avant ou juste après, où on va sortir le rapport, on va interpeller aussi les employeurs. Il y a une responsabilité là, dans le caractère chaotique des débuts de carrière, qu'ils soient industriels ou pas, encore une fois, c'est pas la question. Des jeunes qui sortent aujourd'hui du système scolaire par rapport à ceux qui avaient ça pendant 7 ans de plus, il s'est passé quelque chose là. Je partage complètement ce qui a été dit sur l'apprentissage et sur l'insertion professionnelle des jeunes. C'est d'ailleurs, c'est un vrai scandale, quoi, quelque part, parce que tout ce que ça peut vouloir dire aussi dans la société, tout ce que ça peut vouloir dire ailleurs. Mais juste un point, il y a, je pense que quand même, enfin, collectivement, ou en tout cas dans l'inconscient collectif, on a beaucoup, on garde ce regard qu'on rentre dans un métier et puis qu'on allait y faire toute sa carrière. C'est fini, on le sait que c'est fini. Mais on ne l'a encore pas complètement... je pense qu'on n'a pas fait le deuil parfois de cette vision. Et je veux le dire pour la formation continue. Moi, alors il y a des débats sur la formation et tout, on va voir ce que ça va donner là, mais je pense que on ne pourra pas avancer sur ces questions de formation tout au long de la vie si on n'adapte pas la protection sociale qui va avec. C'est-à-dire, c'est comment aujourd'hui aller en formation, changer de métier, c'est pas une rupture, mais c'est une continuité de ton parcours. C'est le débat qu'il y a eu avec le CPA dans le précédent gouvernement, qui est plus, faut plus dire c'est devenu un gros mot pour l'instant. J'espère qu'il reviendra. Alors il n'était pas abouti, il n'était pas complètement, on en était loin, mais je pense qu'il y a à trouver les conditions qui fait que pour un salarié, penser sa reconversion, penser son évolution professionnelle, penser un virage dans son parcours professionnel, ça se traduit pas forcément par une rupture. Je suis pas en train de vous dire que c'est l'emploi à vie et le CDI à vitam aeternam, c'est pas ça, mais qu'il faut trouver ces nouvelles garanties qui permettent que ça soit pas de prendre un risque, mais qu'au contraire ça puisse être une opportunité. Je crois que ça, si on n'accompagne pas, on en restera à une vision quand même de la formation professionnelle qui est vue. Moi, je le vois, ceux qui, dans notre équipe, négocient autour des questions de formation professionnelle. On a beaucoup cette idée que formation professionnelle, c'est parfois ça rime avec rupture, ou en tout cas avec reconversion, des choses qui peuvent être assez lourdes et qui sont, en tout cas, qu'on a besoin d'avoir, je dis bien, cette protection autour qui permet de minimiser ce risque et en tout cas de garantir qu'il y a un avenir derrière. Un autre aspect, me semble-t-il, est l'attractivité qu'on doit montrer. Et je pense que, je suis un éternel optimiste peut-être, hein, mais que cette numérisation, ces outils numériques sont peut-être de nature à attirer davantage auprès des entreprises industrielles les jeunes d'aujourd'hui. Nos métiers évoluent, nos métiers se complexifient probablement, mais je pense qu'ils sont également de nature à apporter une attractivité supplémentaire et qui sera, je l'espère, de nature à amener vers nous des talents qu'on a aujourd'hui beaucoup de mal à attirer. Il y a une question là-bas. Bonsoir. Je vous remercie pour ce tour de table très intéressant. Vous avez partiellement déjà commencé à répondre en fait à une question que je me posais. C'est à travers les lignes, on devine qu'il y a des emplois qui se créent, qu'il y en a qui se perdent, et qu'on a du mal à répondre à certaines parties de ces besoins. Il y a forcément un équilibre qui doit se faire entre, si vous voulez, la digitalisation qui crée du nouveau travail en quantité d'hommes, et le travail qui se perd. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une fuite qui se crée vers l'étranger si la France n'arrive pas à répondre à ce besoin, si on n'est pas assez compétitif? Est-ce qu'il y a déjà un déséquilibre qui se forme à ce niveau-là? Est-ce que ce déséquilibre, est-ce qu'on a déjà des zones dans le monde identifiées qui attirent ces compétences? Si vous voulez, vous parliez tout à l'heure, par exemple, de partager le travail. Donc forcément, il s'agit de logiciels ou d'autres process qu'il faut partager.
ça peut se faire à l'étranger, tout simplement, d'accord? Donc si on n'est pas compétitif, si on n'arrive pas à former ces jeunes, forcément le travail va partir. Donc on ne va pas conserver le travail qui se perd en homme, on ne va pas forcément réussir à le transformer en digital si on ne répond pas à ce besoin. Donc est-ce que ce problème il est clairement identifié, il est quantifié? Est-ce qu'on a un plan d'action national pour répondre à ce risque? Alors, dans tous les pays développés, il y a en fait deux économies qui cohabitent. Il y a la partie de l'économie qui est exposée à la mondialisation et celle qui en est abritée. Quand vous travaillez dans un secteur exposé à la mondialisation, vous êtes virtuellement en concurrence avec le monde entier. Si votre job disparaît, il peut réapparaître n'importe où ailleurs sur la planète. Quand vous travaillez dans le secteur dit abrité, vous êtes en concurrence, la concurrence peut être extrêmement frontale, mais elle est, ou extrêmement féroce, mais elle est avec les gens qui sont dans le même bassin d'emploi. Et si un boulanger disparaît parce que les gens passent plus par là ou parce qu'ils trouvent qu'il fait du mauvais pain, normalement, le boulanger d'en face va devoir doubler son chiffre d'affaires, ou bien il y en a un autre qui va apparaître. Mais les transferts se font dans le même bassin d'emploi. Dans tous les pays développés, encore une fois, ces deux parties de l'économie jouent des rôles complémentaires. Elles ont besoin l'une de l'autre. Les emplois les secteurs qui sont exposés à la mondialisation, c'était en gros toute l'industrie, et puis à peu près autant de gens qui sont dans les services dédiés à l'industrie ou exposés à la mondialisation, les services aux entreprises. En France, ce secteur-là, dit exposé, maintient tout juste son nombre d'emplois. C'est-à-dire que l'industrie en perd un peu et les services exposés en gagnent un peu. Mais le moteur de la création d'emplois, plus de 2 millions d'emplois nouveaux en 15 ans, ce sont les emplois dits abrités, ceux qui ne sont pas directement exposés à la mondialisation. Mais pourquoi est-ce que ce secteur abrité de la mondialisation réussit à créer des emplois? C'est parce qu'il transforme en emplois les richesses créées par le premier. C'est pour ça que je dis qu'ils sont en symbiose, ils jouent des rôles complémentaires. Vous avez un moteur qui sert à créer de la richesse grâce aux gains de productivité, et un autre qui convertit cette richesse en création d'emplois. Alors, est-ce qu'il y a des fuites? Ça peut. C'est-à-dire, en gros, toutes les économies ont intérêt à ce que les emplois créés soient des emplois qualifiés, et si possible, j'ajoute, des emplois qui justement sont exposés à la mondialisation. On a quand même intérêt à ce que cette partie exposée, qui est le cœur de notre travail, nous, Fabrique de l'Industrie, on travaille sur l'industrie et les services associés, mais cette économie dite compétitive ou productive, jouent un rôle fondamental justement parce qu'elles apportent dans le pays une richesse qui ensuite est convertie en emploi. Et si les gains de productivité vont trop vite par rapport à la capacité à renouveler ou à prendre pied ou gagner des parts de marché sur ces secteurs exposés à la mondialisation, alors le secteur comme mécaniquement se réduit puisqu'il réalise des gains de productivité, il a toujours besoin de moins de personnes pour faire autant d'activités et il faut donc à chaque fois réussir à créer de nouveaux métiers productifs, de nouvelles activités exposées à la mondialisation pour maintenir ce moteur, je dirais, à taille constante, pendant que le reste de l'économie, lui, croît pour les raisons que j'ai évoquées. Donc les risques de fuite, c'est si on n'est pas capable de prendre pied sur ces secteurs dits d'avenir. Oui, ça existe. Vous avez le cas inverse qui est pas une fuite, mais l'Allemagne. Pourquoi est-ce que l'Allemagne est le seul pays au monde, à ma connaissance, en dehors de la Corée, mais ça c'est un décalage chronologique, mais le seul pays au monde qui maintienne sa part industrielle dans son PIB, c'est parce que justement, elle continue à vendre au monde entier des biens industriels. Et donc ce moteur économique, ce poumon qui est l'industrie exposée à la mondialisation, marche tellement bien qu'il tire parti de ses ventes à l'étranger. Donc ce n'est pas une fuite, mais au contraire, c'est une capacité de cette industrie allemande à rapatrier sur son sol des gens et de la richesse en quantité bien plus importante que ce que savent faire les autres pays comparables. Bien, manifestement, la réponse était complète. Donc, une autre question ? Je voudrais juste rebondir sur la question de la formation initiale et de l'insertion des jeunes dans l'emploi. Alors nous, Université de Haute-Alsace, on a répondu l'an dernier à un appel à projet qui est lancé par la Banque populaire d'investissement dans le cadre des
programmes d'investissement d'avenir, qui est appelé Disrupt Campus. L'UHA est lauréate de cet appel avec une réponse d'un projet qu'on a monté en partenariat avec l'Université de Strasbourg, qui est appelé Disrupt 4.0. Donc dans ce projet-là, on a imaginé un diplôme d'université qui vise un certain ensemble de compétences qui préparent les étudiants à la transformation numérique des entreprises. Donc le projet est vraiment centré sur la transformation numérique, et l'une des façons d'accompagner les entreprises dans leur transformation et d'augmenter aussi la cohésion entre université et entreprises, c'est des stages dans le cadre de projets de transformation numérique dans les entreprises. Donc on a imaginé des stages pluridisciplinaires. Seulement le problème auquel on est confronté aujourd'hui, malgré que le projet a été soutenu par une cinquantaine d'entreprises du bassin d'Alsace, beaucoup de grands industriels notamment, une difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de trouver ces projets de transformation numérique, puisque quand on va voir les entreprises, ils nous disent globalement qu'ils ont des idées qui émanent de leurs problématiques, seulement ils ont du mal à franchir le pas. Alors la question que je pose aujourd'hui, c'est à quelle vitesse les entreprises sont vraiment prêtes à franchir le pas et à aller vers la transformation. À quelle vitesse elles peuvent réellement se transformer. Parce que c'est quand même un sujet d'actualité, de maintenant, c'est un mouvement, ça intéresse tout le monde, mais la réalité n'est peut-être pas... tout le monde n'est pas prêt à se transformer. À la vitesse de leur prise de conscience. J'ai parlé tout à l'heure du groupe de travail auquel je participais, le facteur humain dans l'industrie du futur, et ça nous a aidé, je crois Benoît aussi, justement à identifier des pistes et des expérimentations vraiment pratiques de terrain, pragmatiques, pour démarrer un certain nombre d'actions liées au numérique, liées à l'industrie du futur. Et pour ça, on se réunit régulièrement, on échange, on discute des réussites et des difficultés qu'on a. Et donc, clairement, là, c'est l'illustration que c'est en étant à plusieurs, en échangeant entre industriels, qu'on se donne le courage de démarrer, d'expérimenter, de mettre en place des démarches qui nous ont permis aux uns et aux autres d'entrer, encore une fois, dans cette démarche d'industrie du futur et de numérisation. Et parce que on s'est retrouvés à être tous un peu comme des poules devant un couteau, à se dire qu'est-ce que c'est que l'industrie du futur, qu'est-ce que moi je peux faire, comment je peux démarrer, et en travaillant ensemble, en échangeant, ça a été un élément extrêmement déclencheur pour l'ensemble des acteurs, et encore une fois d'échanger et de partager ces expériences-là. Et ça nous a permis aux uns et aux autres d'entrer dans cette boucle-là et de démarrer par des projets qui étaient, encore une fois, terrain et pratiques. C'est excessivement difficile de dire si le changement il va vite ou lentement. Je crois qu'on saura l'analyser après en regardant derrière nous. Mais je vais mettre en évidence un point qu'il va falloir regarder. Alors, qui touche pas tant la métallurgie, parce que je pense que c'est un secteur qui est organisé pour cela. Vous savez qu'il y a eu la volonté de regrouper les branches professionnelles. Il y avait 700 branches professionnelles dans notre pays. On vient d'en supprimer 180, alors les brindilles. Et l'idée, c'est d'aller à 100 ou 200, ça dépend de qui parle. Et en même temps, il y a l'idée de donner une place à cette branche professionnelle en matière de formation. Et je crois que ça sera un élément important de savoir si des secteurs de professionnels sont capables demain de s'organiser pour accompagner ces évolutions. Alors je le dis d'autant plus que je pense que la métallurgie a pensé des choses, a fait des choses là-dessus, mais c'est parfois quand on cherche des exemples, on en manque cruellement. Et je crois que ça peut être un élément, en tout cas moi c'est un souhait et une espérance, que des secteurs professionnels soient capables aussi de définir ce sont leurs besoins, de définir ce qui est leur avenir et d'avoir les compétences que demain ils auront besoin. Je
pense que parfois, pour avoir travaillé à la rénovation de diplômes, pour avoir travaillé sur ces questions-là, parfois, la difficulté, c'est qu'on ne savait pas forcément, ou en tout cas, on n'était pas capable de dire ce que serait l'avenir. Et je crois que les secteurs professionnels, ils ont à penser cet avenir et ils ont à dire ce que sont les besoins. Trois petits éléments de réponse à votre question. Je comprends votre question, elle correspond exactement au retour que j'ai, qu'il se soit dans la littérature générale ou dans les expériences de terrain. Oui, globalement, on peut trouver ça encore un peu mou ou un peu lent ou encore un peu partiel. Il y a plusieurs façons de voir le verre à moitié plein. D'abord parce que la mobilisation, elle est là, et ça, pour le coup, ça c'est pas un message creux ou une chimère. Donc, et sans cette mobilisation qui a démarré, je l'ai dit, il y a 4-5 ans, le mouvement ou la prise de conscience n'existerait pas. Deuxième façon de relativiser, c'est d'avoir l'honnêteté de reconnaître que cette difficulté se pose partout, y compris chez notre voisin allemand. La difficulté qu'ils ont à embarquer le Mittelstand dans la mobilisation Industrie 4.0 était absolument équivalente à celle qu'on peut avoir, nous, à embarquer tout le monde dans l'industrie du futur. Troisième point, en fait, moi ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui, c'est ce phénomène qui apparaît depuis la fin des années 2000, d'un fossé qu'il y a entre les entreprises en mouvement et celles qui ne le sont pas. En matière de gains de productivité, par exemple, ou d'investissement, traditionnellement, les entreprises formaient un peloton assez resserré. Et dans tous les pays du monde aujourd'hui, enfin c'est l'OCDE qui le relève, et elle ne sait pas encore l'expliquer, un fossé est en train d'apparaître entre les entreprises. Ça pourrait par exemple être celles qui ont adopté le numérique et celles qui ne l'ont pas fait, mais c'est une pure conjecture, on n'en a pas la démonstration. Un fossé est en train d'apparaître entre celles qui vont vite et celles qui vont vraiment lentement. Peut-être que c'est derrière le constat que vous faites parmi les interlocuteurs qui sont les vôtres, c'est peut-être ça, à mon avis, ce qu'il y a de plus grave pour la solidité et la cohésion de nos tissus productifs, c'est le risque de déchirement entre celles qui avancent à un rythme toujours soutenu et celles qui sont larguées, pour parler familièrement. Voilà. Pour un côté positif, il y a 4 ans, je me souviens, moi j'avais essayé de réunir un groupe de travail au sein du CJD sur les nouveaux modèles économiques, sur l'industrie numérique, etc. On s'est retrouvé à 2 pèlerins. Aujourd'hui, il y a 3 commissions sur l'Alsace, donc il y a une prise de conscience qui est en train vraiment d'avancer. Là, on voit, les gens y vont. Voilà, merci. Moi, je voudrais juste conclure en réinsistant justement sur ce point. Je crois qu'on est autour de la table un certain nombre à traiter de l'industrie du futur. Alors, on ne parlait pas d'industrie du futur, on a parlé même de l'usine du futur, voire de l'usine intégrée avant, l'usine d'excellence. Il y a 4, 5, 6 ans, la fabrique a été mise en place il y a 6 ans maintenant à peu près. Moi, je constate qu'il y a une forte accélération depuis moins d'1 an. Et cette accélération, c'est un effet boule de neige. Et je pense que votre réponse, elle est là. Le certain temps, en fait, il est en train de se raccourcir. Voilà. Merci à tous. Merci aux participants de la table ronde de céder pas. Et merci à tous de nous avoir accompagnés ce soir.